Bonjour à tous, merci d'être là pour ce petit White Talk. Donc aujourd'hui, ça va être un sujet assez intéressant. On va parler de sound design. Moi, du coup, je ferai un peu le co-animateur de tout ça, en bon référent de la filière audiovisuelle et bien évidemment compositeur et sound designer. Mais bien évidemment, la personne qui prendra le plus la parole, ça sera Swan. Swan, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Tout à fait. Bah, c'est même le début de ma présentation, donc on peut commencer sur ça. Incroyable, Déjà, est-ce que ça ne serait pas préparé? bah, on essaye. Non, moi, je suis Swan Ménage, donc je suis sound designer freelance. Je bosse surtout pour les jeux vidéo. Euh, et puis, voilà. Donc, en école, j'ai fait une école au début, c'était une école de son basique. C'est dans une école de cinéma qui s'appelle l'ESRA. Ils ont un petit cursus qui s'appelle l'ISTS. Donc, j'ai eu la chance de faire une école privée pour ça. Et donc, c'était chouette. À la base, je voulais faire peut-être de la musique. Je savais pas trop, je voulais que ce soit dans le son, mais voilà. Et puis après, on m'a appris aussi plus le cinéma, la radio, on m'a appris plein de choses. J'avais envie de tout faire, c'était trop bien. Mais on m'avait pas appris comment marchaient les jeux vidéo. Donc du coup, je me suis renseigné et quand je posais des questions là-bas, ils en avaient pas trop d'idées parce que bah voilà, c'était des choses très linéaires et donc pour ça, je me suis tourné vers l'Engmin. C'était une école qui est à Angoulême, donc j'ai déménagé à Angoulême et je suis parti pareil pour faire un master pendant 2 ans. Et c'était super. En gros, c'est une école assez libre. En fait, on a des projets de fin d'année à chaque fois à rendre. Donc, ça permet de faire vraiment une porte avec un projet sous le bras. Bon, voilà, ça augmente notre portfolio. Ça fait une école chouette en plus. Donc, voilà, c'était vraiment une bonne école. Et voilà, après, il y a mes petits emplois que j'ai eus. Donc, j'ai fait du doublage de cinéma quand j'étais à l'ISTS. J'ai eu un stage là-bas. Ensuite, ça a débouché sur un emploi. Donc, c'était tous les films Paramount. Donc, je sais pas, il y avait plein de trucs. Des trucs comme des gros trucs, hein, comme Girl with Dragon Tattoo de Fincher, des Super 8, le film avec le train. Voilà, des gros trucs, Cowboy versus Alien. Et puis des trucs plus anecdotiques, comme par exemple l'épisode spécial des Schtroumpfs 2 pour Noël, en bonus DVD. Donc, on a fait plein de choses différentes. C'était cool. Ensuite, j'ai bossé un peu à No Life en assistant de son. Et puis à la fin de l'engine, bah voilà, c'était plus audio jeu vidéo. Donc Game Audio Factory, c'est un sous-traitant. C'est-à-dire quand les gens font des jeux, ils les appellent, ils font ah voilà, il nous faut du son sur notre jeu. Qu'est-ce que vous avez à nous proposer? Et puis hop, ils envoient des freelances qui passent par eux. Ils s'occupent de plein de trucs, donc la musique, les enregistrements voix, le sound design, l'intégration, tout ça, on va en parler. Et Game Audio Factory fait tout ça. Et je travaille toujours avec eux. C'est toujours un client aujourd'hui. Donc, je suis hyper content. Et en 2014, j'ai eu une petite période bruitage de dessin animé. C'était assez rigolo. Donc j'ai travaillé avec un bruiteur où en fait j'enregistrais pendant un an des bruitages pour Le Petit Prince, plein de trucs qui passent sur France 3, les triplés, je sais pas, voilà. Donc ça c'était le studio de bruitage. Là ici, je vais mettre mon petit pointeur. Ici, là on voit qu'il y a toutes les chaussures pour faire tous les bruits de pas différents. Tous ces... Là, c'est quand on est sur du béton, hop, ils mettaient le micro à côté du béton, on enregistrait sur du béton. Moi, donc j'étais là, il y avait le micro qui était relié à l'ordi là. Et voilà, donc là, c'est quand on marche sur l'herbe, là, c'est quand on marche sur du bois mais qui grince, enfin voilà, des cailloux, etc. Et il y a tous ces petits objets qui sont derrière. Oui, c'est ça. Euh, Swan, tu as ouais. parlé que tu as fait du doublage au cinéma. Est-ce que tu peux expliquer ce que tu as fait exactement? Tu as fait de l'enregistrement, tu t'es occupé du câblage. Qu'est-ce que tu as fait concrètement? Alors, c'est vrai que le premier boulot, j'étais dans ce qu'on appelle le nodal, c'est-à-dire en gros Mhm. la petite, c'est en gros le petit endroit où on gère un petit peu tout. Donc ouais, c'est vrai, un petit peu de câblage. On fait, je mettais, en fait, il y avait des bandes rythmo. Donc les bandes rythmo, c'est un vieux truc, hein. Même à l'époque, c'était déjà démodé, mais ils l'utilisaient quand même. C'est en gros les gens qui décident des traductions, l'écrivent sur une espèce de grande bande transparente. On mettait ça dans un espèce de rétroprojecteur qui bougeait, quoi. Et ça faisait que manuscrit, tout était manuscrit. Et là-dessus, en fait, ça projetait sous le film ce que les acteurs devaient dire à tel moment. Donc c'est un peu dur à expliquer, mais Bah, voilà, je m'occupais de tous ces petits trucs-là, préparer les sessions aussi. Voilà. concrètement, en fait, la bande rythmo, ça sert aux comédiens à être synchronisés avec ce qu'on appelle les labiales, c'est-à-dire les mouvements de la bouche, afin qu'ils puissent être synchronisés. Et à la base, c'était écrit à la main, afin que ça puisse se synchroniser au niveau de la bande. Maintenant, on a des logiciels qui le font tout seul, et du coup, ça permet de resynchroniser de manière beaucoup plus efficace. Voilà, ouais, tout le monde fait ça en numérique maintenant. Et il y a Mm. aussi des petites indications, par exemple, ah bah là, il faut monter un peu la voix, là, il faut redescendre un peu la voix, là, énervé, voilà. Enfin, il y a des petites indications qu'en général, les gens Mm. marquent.
Et voilà, donc c'est un petit métier en fait qu'on connaît pas trop dans le cinéma. On oublie des fois qu'il y a ça. Voilà. Et maintenant, aujourd'hui, je suis freelance pour les jeux vidéo surtout, même si je fais d'autres trucs, des podcasts, des petits courts-métrages, un peu de musique, voilà. Mais quand même, 90%, je dirais, de ce que je fais, c'est du jeu vidéo. Voilà. Et, et j'embrayerais, tiens, tant que je le vois, parce que tu as parlé de No Life, mais t'es passé assez rapidement. Tu as fait quoi? Tu as fait du mixage, tu as fait de la prise de son? Alors, j'étais assistant son. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait un peu une personne, parce que c'est une toute petite chaîne de télé, un No Life, c'est une chaîne de télé qui a fermé là il y a 4 ans, je crois, 3 ans, je me Oui, souviens un plus truc comme exactement. ça. Et c'était voilà une une chaîne pour les geeks, une chaîne voilà où il y avait l'actualité de plein de trucs, des mangas, les jeux vidéo, les films, les séries, et c'était vraiment chouette. Moi, je m'étais vraiment attaché. C'était une super équipe. Et moi, je m'occupais de tout ce qui était les voix off. Donc, j'enregistrais toutes les voix off. C'était des fois des voix off qui duraient, voilà, des enregistrements des fois qui duraient une petite heure quand même, pour au final avoir 10 minutes, parce que voilà, ils bégayent, il y a des bruits de bouche, ah, ils réécrivent leur texte, etc. Donc après, il faut remonter tout ça, et puis j'envoyais ça. Et des fois, il y avait aussi du montage. J'ai fait mes premiers trucs de sound design à No Life, hein, où on m'a laissé des petits courts-métrages, des petites scénettes à faire moi-même, et c'était chouette. Et, euh, et voilà, c'est ce que j'ai fait à No Life. D'accord. Assistant, donc. Ok. Voilà. Et ensuite, j'ai mes projets marquants. Bon, il y en a qu'on va revoir, donc je vais pas parler d'Event Zero et Street of Rage 4. On va les revoir là très rapidement dans le suite dans la suite de présentation. Mais en ce moment, je travaille sur The Last Spell. Je suis hyper content de travailler là-dessus. C'est un petit jeu euh, vu du dessus. Ça ressemble un peu à un tower defense si ça parle à certaines personnes. C'est en gros, on doit défendre quelque chose et il y a des zombies qui arrivent. Enfin voilà, sur le papier, c'est quelque chose de très lambda, mais au final, c'est un jeu assez atypique, RPG, très rigolo. Franchement, c'est chouette. Et là, ça va sortir dans quelques mois et j'ai hâte. Et Call of Cthulhu, c'est le jeu, je pense, le plus gros sur lequel j'ai travaillé. J'ai travaillé 3 ans quand même dessus. Euh, et, euh, et c'était hyper chouette. En plus, j'étais tout seul, alors que c'est vraiment un assez gros projet. Donc, j'étais hyper content de pouvoir faire tout de bout en bout. En fait, c'est vraiment quelque chose chouette. Je me suis occupé des voix, du mixage, du sound design. Et voilà, c'était vraiment super. Il y a juste la musique. Il y avait un compositeur avec moi qui a fait un peu plus de la moitié de la musique. Mais pour le reste, voilà, j'étais tout seul. Et donc, c'était beaucoup de boulot, hein. J'étais 3 ans quasi temps plein dessus. Et, euh, et ça m'a permis voilà, d'avoir quand même. Je savais comment on faisait de A à Z quelque chose d'assez gros, et ça m'a vachement aidé de faire ça. Voilà, et pour le reste, Even Zero et Street of Rage 4, on va en parler après. Mais Street of Rage 4, rapidement, parce que je vais pas trop m'étendre. J'ai eu vraiment beaucoup de chance. C'est une vieille licence des années 90, et ça a été repris par des Français, par Dotemu. Et ils m'ont appelé, et je pensais pas du tout. Voilà, j'ai un peu halluciné quand il m'a dit qu'il continuait Street of Rage 4, enfin Street of Rage, et voilà, donc j'ai eu la chance de faire le sound design dessus. C'est sorti l'année dernière, et voilà, en plus ça a eu un super succès critique, on est hyper content, ça s'est bien vendu, enfin vraiment impec. Donc ça je pense que c'est ce qu'il y a de plus récent de sortie et d'un petit peu gros. Voilà. Et maintenant, assez parlé de moi, et autant parler un petit peu de l'impact qu'elles sont sur le jeu vidéo. Donc Aurélien, n'hésite pas hein, si tu as des choses à rajouter, parce qu'Aurélien et moi on fait le même travail, on a le même métier. Euh, C'est ça. donc, Sauf que moi, je fais un peu plus de musique maintenant que sound design. Donc, ça se répartit plus ou moins, mais j'en fais un peu quand même. ouais, mais c'est quand même le monde du jeu vidéo, et voilà, on utilise les mêmes outils, et on fait partie de la même clique. C'est ça. Donc, qu'apporte le son globalement, hein, même musique compris, dans un jeu vidéo? Moi, j'ai séparé ça en 4 points. Alors, vraiment, c'est assez arbitraire, hein, il n'y a pas de règle vraiment, mais je trouve que c'est des points assez intéressants à soulever. Donc, l'information, l'immersion, la récompense et l'ergonomie. On va aller dans chaque point en détail. Donc, l'immersion, je pense que j'ai pas besoin d'en faire des caisses, hein, je pense que tout le monde comprend à peu près. C'est le fait d'être plongé dans un autre univers. Donc là, par exemple, j'ai pris comme exemple Battlefield 1, on est vraiment plongé dans la Première Guerre mondiale. Il y a des cris, c'est affreux, il y a des explosions partout, il y a les réverbes des tranchées, il y a les gens qui appellent, il y a les sifflets. Voilà, on va mettre un petit. Mais bon, je pense que vous comprenez le concept d'immersion. On n'a pas le son. Ouais, on n'a pas le Oui, il n'y son a Pas pas avec le le Ah, il n'y son. a son, pas de son? Antoine. Ah Ouais, non. vous C'est pouvez moi qui ai fait le l'activer partage avec le normalement. son. Je regarde. Je pense que je vais devoir relancer alors. Je fais ça Relance vite le fait. partage, Je t'inquiète pas. pensais Ouais. l'avoir, je pensais l'avoir fait.
Dans les exemples d'immersion que vous pouvez aussi retrouver, on peut typiquement retrouver des jeux comme The Witcher où justement on va avoir une grande forêt par exemple et on va entendre des bruits d'arbres, du vent dans les ouais, du vent dans les feuilles. On va avoir des bruits au lointain, etc., qui permettent aux joueurs bah, à la fois de s'immerger et également d'avoir l'information pas que visuelle de là où il est. À l'inverse, par exemple, si on prend un exemple extrême, si on entendait par exemple le bruit de l'autoroute en plein milieu de la forêt, ça ferait bizarre et ça ferait une sorte de court-circuit dans le cerveau parce qu'on n'arriverait pas à faire le lien entre le bruit qu'on entend et ce qu'on voit. Ouais, tout à fait. Est-ce que vous voyez bien l'image Oui, Super. Est-ce que maintenant le son marche? parfait. Extraordinaire. Désolé. Pourtant, on m'avait briefé. Donc voilà, je pense qu'on comprend le concept d'immersion. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Et Je on va tiens à passer. rappeler d'ailleurs que le son qu'on entend est en mono, donc il n'y a pas la stéréo. N'hésitez pas Ah oui, c'est vous-même à vrai. aller revoir les vidéos a posteriori pour justement vraiment profiter de l'expérience avec un casque de préférence pour vraiment être immergé et comprendre un peu et pouvoir un peu analyser le son aussi. Ah oui, c'est vrai que Teams met tout en mono. Et moi, je l'ai en Et oui. stéréo. J'ai cette chance-là. Ok. Parce qu'effectivement, il y a des explosions à droite, à gauche, des gens qui crient au-dessus, en dessous. Enfin, c'est assez détaillé et ça participe à l'immersion. Ensuite, il y a l'information. Là, j'ai même pas pris d'exemple parce que je pense que tout le monde voit de quoi on parle. C'est-à-dire, ne serait-ce qu'une voix, un dialogue, ça va nous dire Michel a tué John. Voilà, c'est de l'information. Et des fois, il y a plein d'informations qu'on a de manière audio, qu'on n'a même pas forcément de manière visuelle. Donc voilà, même des bruits de pas à travers les murs, ce genre de choses-là, se dire ah bah là, j'entends que un camion qui passe, etc. Ça veut dire qu'il y a de la vie. Voilà. Tout ça, ça participe Le jeu d'horreur de utilise l'information. vachement ces codes. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Même les FPS, hein, ne serait-ce que Oui. voilà, un Counter-Strike, voilà, un joueur qui joue un petit peu, s'il joue sans le son, Mm. voilà, il est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins bon. Un bon exemple de ça d'ailleurs, c'est dans Street Fighter, il y a un joueur pro qui est aveugle et qui se base sur le jeu, sur le son pour savoir où est le personnage et les actions qu'il fait. Et ça lui permet de jouer comme s'il voyait. Ouais, il y a beaucoup, beaucoup de. C'est rigolo. Souvent, quand on sort un jeu, moi, je reçois plein de mails euh, qui me disent ah, super, là, moi, je vois mal, je vois pas du tout, et j'ai réussi à jouer au jeu entièrement grâce au son. Enfin, telle phase, j'ai réussi à jouer juste avec le son, c'est super. Parce que il y a des jeux où vraiment on fait attention à ça. Il y en Mm. a d'autres où malheureusement, on peut pas toujours se permettre d'être aussi précis pour plein de raisons, hein, pour des raisons de mécanique du jeu, pour des raisons de budget. Et là, Mm. il y a aussi des gens qui m'envoient des mails qui disent ah, voilà, moi, le problème, c'est que j'ai un handicap, et ça, malheureusement, je peux pas jouer à ce jeu-là parce que tel son, c'est le même son, c'est aussi le même son pour ça, donc je peux pas uniquement me fier au son, et des fois, on a des petits feedbacks de gens qui nous proposent des choses à améliorer, et c'est hyper intéressant. Euh, ouais, il y a un jeu entier qu'on a fait qui s'appelle Alt Frequencies, sur lequel j'ai un petit peu travaillé, où c'était entièrement accessible à la fois pour les aveugles, à la fois pour les sourds. On a essayé que tous les handicaps marchent pour le jeu, enfin les handicaps sensoriels connus, quoi. Et apparemment, ça a plutôt bien marché. Tout le monde pouvait y jouer, c'était très très accessible et on était hyper contents. Voilà. Donc, c'est un vecteur d'information, le son. Ensuite, l'ergonomie. Alors, c'est assez subtil, mais c'est assez proche de l'information. L'ergonomie, ça va permettre au joueur de comprendre qu'il a bien réalisé son action, que ça a bien été pris en compte. Typiquement, là, dans Street of Rage, sur lequel j'ai travaillé, c'est tout simplement quand on tape quelqu'un, c'est tout bête, hein, mais rien que le fait d'avoir ce son, ça permet au joueur de comprendre que cette attaque-là, elle a provoqué 3 coups, cette attaque-là a provoqué 2 coups, ce qui est pas forcément lisible en fait d'un point de vue juste visuel, c'est pas toujours extrêmement lisible, et donc ça rajoute de l'information, ça rajoute un retour, en fait, un feedback que le joueur va pouvoir vraiment vivre sans. Il n'aura pas l'impression qu'on lui donne de l'information, mais il va être indiqué, il va être un peu presque manipulé des fois, parce que c'est des choses où on peut aussi essayer de l'attirer à un endroit. S'il entend un petit truc, il va peut-être être un peu curieux, essayer d'y aller. Si la musique change un peu subitement, bon, il va pas se dire on essaie de me dire quelque chose, on va me dire
il se passe quelque chose et je dois à tout prix me retourner, je dois à tout prix fuir, je dois à tout prix, voilà. Donc, c'est une sorte d'information, mais c'est une information plus subtile. C'est quelque chose vraiment de l'ordre du ressenti et parfois on s'en rend même pas compte en fait qu'on est influé dans certaines petites choses. Un bon exemple de ça aussi pour les plus jeunes gamers, dans Pokémon, quand un Pokémon n'a plus de vie, on entend une petite alerte qui vient prévenir le joueur que justement il a plus de vie. Mm. Ça en fait partie de donner l'information. Dilou. C'est ça. Ouais. Et ensuite, quelque chose qui est aussi assez important, c'est tout ce qui est récompense. Donc, typiquement, voilà, là, ça va être un jeu qui ressemble beaucoup à un jeu de téléphone, un jeu mobile. Quand on joue à Candy Crush, voilà, on aime bien avoir, si on fait un super combo, on aime bien avoir un truc qui nous donne hyper rewardant. Quand on ouvre un paquet de cartes sur Hearthstone, voilà, on va avoir des sons hyper satisfaisants quand on a une grosse carte, voilà. Et puis voilà, souvent on essaye de donner un petit côté de reward aux joueurs à la fin dans Street of Rage. Après, promis, j'arrête d'en parler, mais à la fin, il y a aussi le tableau des scores. Donc, alors on voit, ah, waouh, j'ai fait tant de points. Donc, alors plus les points sont importants, plus il faut que ça pète dans tous les sens, voilà, que le joueur ait un sentiment de satisfaction. Donc là, par exemple, bah, vas-y. Non, j'allais dire, on rejoint un peu l'effet casino avec le ting, avec cet effet un Exactement, peu ouais. le suspense puis la chute et la récompense. Et d'ailleurs, c'est un truc qui est un petit peu décrié dans le sens où bah, c'est quelque chose qui peut participer à une sorte d'addiction. Mm. Il y a voilà, hein, le fait d'ouvrir des loot box. Donc les loot box, c'est juste comme un sachet de cartes Pokémon. On achète, on ne sait Ouais. pas ce qu'il y a dedans. On va ouvrir et dedans, il y a des costumes, il y a des choses, des machins. Et le problème, c'est que tous ces petits trucs-là, c'est vrai que c'est très très lié au casino. Et il y a un effet de dépendance qui peut être assez malsain en fait. Donc c'est des choses à utiliser parce que ça donne un petit coup de dopamine. Voilà, le joueur il se sent content. Voilà, il y a un petit côté addiction chouette. Mais il faut aussi l'utiliser à bon escient. Moi, je sais que d'un point de vue éthique, si un gros truc de casino me propose de faire un jeu de casino, bah, je serais pas à l'aise parce que on va vraiment jouer sur des choses qui touchent vraiment de l'ordre de l'éthique. C'est vraiment, on influence beaucoup les gens et voilà. Moi, l'exemple que j'ai, c'est un petit jeu que j'ai fait là récemment, c'est sorti il y a 6 mois, quelque chose comme ça, et c'est un match 3, donc vraiment comme à la Candy Crush. Et voilà, vous allez voir ces petites récompenses. Quand on fait des chaînes, on est récompensé. Quand on a fini, on est récompensé. Hop. Voilà. Bon, alors c'est un gameplay en italien, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, j'ai pris ce que j'avais trouvé. Un coucou à tous les Italiens qui nous regardent. C'est ça. Et, donc voilà, c'est tous ces petits sons-là qui donnent l'impression d'avancer, l'impression d'avoir fait un exploit, voilà, ça aide vachement hein, le son pour ça. On passe à la suite, pardon. Hop. Donc, comment est-ce qu'on crée ça? Pour créer ça, encore une fois, j'ai fait des sous-catégories. Donc l'aspect créatif, il y a, moi, mon métier principal, c'est vraiment le sound design. Donc pour ça, je vais prendre des sons, créer des sons, utiliser des synthétiseurs, enregistrer des choses, enfin voilà, les modifier, empiler plusieurs sons les uns au-dessus des autres, faire des tests, voilà. Donc ça, c'est vraiment tenter des choses, quoi. C'est vraiment le bac à sable. Euh, Ensuite, il y a tout ce qui est musique, qui est hyper important. Moi, j'en fais de temps en temps, mais c'est pas forcément mon métier. Et je trouve que c'est plus louable si jamais il y a un compositeur dont c'est le métier. Ou alors, enfin, moi, je sais que j'ai pas vraiment les compétences pour. Il y a des gens qui sont vraiment hyper doués à la fois en musique et en sound design. Moi, musique, j'y touche un petit peu, mais j'ai pas la prétention d'être un musicien vraiment là-dedans. Et la musique, c'est hyper chouette dans le jeu vidéo. Là, je ne vais pas pouvoir m'attarder dessus, mais c'est vraiment hyper vaste. On peut faire une musique qui est une seule track pendant 4 heures, mais qui va changer en fonction de tout ce qui se passe dans le jeu, selon l'allocation, selon ce qui se passe à l'écran, selon beaucoup de choses, et tout ça gardé dans le même rythme et avoir l'impression que c'est qu'une seule très très longue piste. Et c'est vraiment
la musique interactive est un peu sous-exploitée, même je trouve, dans les jeux vidéo actuellement, mais ça coûte cher, c'est beaucoup de recherche, de développement. Bon, j'ai pas mis d'exemple parce que voilà, moi j'essaie de me concentrer sur le sound design, mais c'est quand même un truc vraiment essentiel. Et il y a tout ce qui est voix également, donc bah, parfois moi je suis amené à enregistrer des voix si c'est vraiment des trop grosses, enfin, vraiment des énormes stars, ou alors si jamais il y a vraiment je sais pas moi, 10 000 fichiers voix à faire. Bon, bah, je préfère aiguiller, moi, mon client vers un studio son dont vraiment, eux, ils savent faire des choses à la chaîne, à la chaîne, à la chaîne, à la chaîne, parce que j'ai pas envie de faire les choses mal. Mais si c'est voilà, quelques petites voix, moi, je les enregistre et c'est super. Donc, on rencontre plein de gens, des acteurs et tout, c'est cool. Et après, une fois que toutes ces voix-là sont enregistrées, c'est bien, mais après, il faut, comme vous l'imaginez, hein, il va falloir faire un petit peu de montage. Parfois, on va dire, ah, le début de cette ligne-là est mieux, mais la fin de celle-là est mieux. Donc, on va essayer de faire un peu du puzzle. Après, il y aura aussi des effets. Donc, si jamais, je sais pas, si on est dans une caverne, mettre une petite réverb de caverne, etc. Donc, en fait, c'est quand même beaucoup de travail, les voix à l'air de rien. Euh, Même si ça passe assez vite, quand on a la tête dans les voix, c'est quand même assez long et ça donne forcément du cachet au jeu, c'est sûr. Hop. Donc ça, la différence qu'il y a avec les films, avec les séries, etc., c'est que quand on regarde quelque chose à la télé, quand on regarde quelque chose sur un écran et que c'est linéaire, bah, vraiment le son est totalement précalculé. Donc on va voir, oui, bah, je sais pas, Jean-Charles bouge à gauche et sort de son immeuble. Bon, bah, les bruits de pas, ils seront déjà là, ils auront été prévus ils seront à cet endroit. Et en fait, tout ça, ça ne bougera pas en fait. À moins de me faire pause ou que le programme s'arrête. En tous les cas, voilà, l'image sera toujours synchronisée avec le son de manière ultra linéaire. Alors que dans les jeux, c'est hyper différent. On ne peut pas du tout travailler comme on le voit là. Bon, je ne sais pas si vous avez trop l'habitude de ces logiciels-là, mais en gros, là, la barre va de gauche à droite et ça joue tout de manière chronologique, tous ces petits sons-là. Mais nous, on ne peut pas faire ça parce que forcément, rien n'est chronologique, on ne sait pas ce que va faire le joueur. Le joueur, il a des choix. Et selon ses choix, bah forcément, plein de choses vont changer. Donc s'il choisit de tirer sur l'ennemi, bah voilà, il y aura le son du tir. S'il choisit de le calmer, forcément, il y aura un dialogue qui va essayer de le ramener au calme. Peut-être que la musique va changer aussi. Si jamais on lui tire dessus, la musique va peut-être partir voilà, un peu plus loin, alors que si on le calme, peut-être que la musique va essayer de temporiser la situation. Donc tout ça, en fait, c'est des choses on peut pas prédire. Donc tout va devoir s'adapter au joueur. C'est-à-dire que quand vous regardez un film, vous allez vous adapter à ce que vous regardez. Vous allez juste être spectateur et vous n'avez pas trop d'emprise dessus. Alors que dans le jeu vidéo, c'est un peu l'inverse. C'est-à-dire que vous allez euh, influer en fait ce qui va se passer. C'est le programme qui s'adapte à vous. Voilà, c'est un petit peu méta, mais Bah, pour distinguer les deux de manière très simple, pour tout ce qui est média audiovisuel, on parlera de média linéaire, un média qui a un début et une fin, et tout ce qui se passe entre les deux est calculé et est une vision d'auteur. Là où un média comme le jeu vidéo est un média interactif, c'est-à-dire que c'est un média qui va évoluer en fonction des choix du joueur, en fonction d'un certain nombre d'éléments que l'on ne contrôle pas en direct. Et du coup, dans ce cas-là, le son va s'adapter à ses différents besoins. Et après, qu'est-ce qui va s'adapter à quoi? Ça dépend d'énormément de choses comme les choix artistiques, etc., etc. Parfois, on peut avoir de la musique qui va s'adapter et le sound design qui va rester assez en surface. Et inversement, on peut avoir le sound design qui prend le dessus sur la musique et que la musique qui laisse beaucoup plus de place à l'expression du sound design. exactement. Exactement. Bah, là, après, j'ai mis bon, cette image toute pixelisée, un peu moche. C'est pour montrer que voilà, il y a quand même un arbre de choix. Et en fait, le joueur, on ne sait pas ce qu'il va prendre. Et ça va forcément influer sur le son. Donc, ouais, c'est vraiment interactif. Et tout est fait en temps réel aussi. Donc, voilà, si on entre dans une pièce, le fait que le son de la pièce d'à côté se diminue, bah, ce sera calculé en temps réel, ce sera fait en temps réel. Et tout ça, on va essayer de faire ça dans notre petit moteur. Pour ce qui est des sons, donc il y a un peu deux écoles, mais c'est pas forcément des écoles qui s'affrontent, c'est plus deux façons de travailler. Il y a des gens qui enregistrent beaucoup de choses,
Donc ils enregistrent tout. C'est-à-dire ils vont faire un jeu, ils vont dire bon bah je vais tout enregistrer moi-même. Les bruits de pas, je vais les faire dans mon jardin. Voilà, là il y a un océan, je vais faire ça dans ma baignoire. Et c'est super. Quand on peut faire ça, c'est vraiment génial parce que ça amène beaucoup de créativité. On peut vraiment faire des choses folles. Moi, il y a des gens, des fois, enfin, moi j'ai fait des choses qui m'ont beaucoup plu, qui sont rigolotes, mais des fois des gens me racontent des trucs et je me dis waouh, c'est super. Par exemple, on m'a raconté l'histoire d'un sound designer qui voulait juste faire un petit bonhomme qui a un scaphandre. Et donc, il lui a fait faire des. Il lui a fait. Pour le faire parler, il le faisait parler dans son enceinte. Sur l'enceinte, il a mis un bac Ikea pour faire comme s'il y avait un scaphandre. Et après, il a mis son micro à l'extérieur du bac Ikea pour faire comme si bah, voilà, le son était un peu étouffé. Machin. Alors, c'est hyper long, hyper fastidieux pour un résultat qui. Un peu aléatoire, on ne sait pas trop ce que c'est, voilà, mais ça se tente et je trouve que c'est un concept hyper rigolo. Alors que voilà, très rapidement, on aurait pu le faire avec des EQ, enfin des petits effets, ça serait allé beaucoup plus vite, ça aurait été plus économique, mais c'est peut-être moins créatif. Ce sera peut-être un son plus lisse, ce sera peut-être voilà. Donc Excusez-moi, je voulais juste vous demander si vous préfériez que les étudiants posent des questions en cours de présentation ou plutôt à la fin. moi les deux me vont. Hein. Pareil. D'accord, parce qu'on a Maxime Mirande qui voudrait poser une petite question. Ouais, bien sûr. C'était pas trop une question, mais c'était là-dessus, il y a Escape from Tarkov qui avait poussé le truc assez loin sur les enregistrements. Ils avaient posté une vidéo sur YouTube où où ils montraient un petit peu comment ils avaient tout enregistré dans la nature et vraiment ils ont poussé le truc vraiment super loin quoi. Ok, Je je sais savais pas pas si du vous tout l'avez vu. pour. Bah j'ai Oui, pas vu le making of. c'est justement. Alors, en plus, j'allais en parler, on me coupe l'herbe sous le pied. Ah, mince. Justement, parce que justement, j'allais dire justement sur The Division, ils étaient partis enregistrer à Tchernobyl en fait. Ouais. Ils ont envoyé une équipe pour enregistrer le silence, insérer tout ce que vous voulez là-dedans. Et en fait, ils sont partis enregistrer dans des bâtiments un peu calmes pour essayer d'avoir des sons où justement, comme il y a peu de nature et peu de bruit extérieur, ça permettait d'enregistrer des bruits avec de la rouille et notamment des mouvements. Donc Ok. moi, je pense qu'ils ont quand même poussé le vice vachement loin. Après, on est sur un jeu Ubisoft, ils ont beaucoup de budget et ils peuvent se permettre d'envoyer des gens tester des choses à l'autre bout du monde sans que ça soit une perte si conséquente que ça. Surtout sur un jeu comme The Division. Et puis Ubisoft, ils ont vraiment une division, sans vouloir faire de mauvais jeux de mots, mais ils ont vraiment une division dédiée à ça, en fait, à tout ce qui est Ouais, pré-production. Et en fait, même au tout plusieurs. début, oui, bien sûr, au tout début de chaque projet, ils envoient, ils font des sorties, enfin des voyages pour aller pour les Mm. graphistes, pour les Oui. sound designers, et ils vont enregistrer du son sur place. Ils vont regarder la lumière là-bas, le soleil là-bas, les reflets sur le sable, plein de choses. Voilà, donc il y a souvent les gens qui ont la chance de faire ça, c'est top quoi. Ils peuvent faire de la pré-production hyper qualitative, mais Mm. ça évidemment c'est un énorme budget. Donc C'est ça. il y a beaucoup de boîtes qui n'ont pas ce budget-là, vous allez vous l'imaginer. Moi, je travaille aussi pour des boîtes beaucoup plus petites, hein, qui ont vraiment des petits budgets, et Mm. forcément, bah, c'est pas évident d'enregistrer tous les sons de tout euh, pour un tout petit budget. Donc, pour ça, on a des banques de sons. Donc, je pense que vous connaissez le concept. Hein, c'est on achète je sais pas, un pack de sons, 200 sons, et puis hop, pour 20 euros, on a nos 200 sons et on est content. Alors, généralement, nous, dans notre métier, on va pas les utiliser tels quels, c'est sûr. Hein. C'est pas du tout le but. Mais le but, c'est de prendre ça comme base, rajouter des effets, se dire, ah, peut-être que si je mets, je sais pas moi, un son de tigre sur ce coup de poing-là que j'ai fait moi-même, et bah, peut-être que ça va lui rajouter voilà, un petit côté sympa, un petit côté animal. Et donc ça peut beaucoup aider d'un point de vue du temps, d'un point de vue du budget et même d'un point de vue créatif parfois. Il y a des choses qu'on ne peut pas enregistrer. Hein. Moi, si je veux enregistrer un tigre du Bengale qui attaque un homme, je vais pas, je vais pas m'y risquer. Et même en synthétiseur, je ne vais pas faire ça. Voilà. Donc ces deux écoles, beaucoup souvent se disent que voilà, ils font la guerre. Les gens qui enregistrent, ils se sentent pupissés et les gens qui tapent dans les banques de sons, on leur dit ah c'est pas voilà c'est pas vraiment ça notre métier mais je pense que ces deux écoles qui peuvent cohabiter et Et on voilà peut faire les deux. on peut faire les deux moi je suis adepte des deux Pareil. Euh, bah d'ailleurs j'ai mis des petits voilà Euh, quand je bosse avec G4F donc Game Audio Factory c'est comme ça qu'il s'appelle G4F maintenant et bah quand ils me mettent sur un jeu souvent eux ils font une banque de sons en parallèle donc ça leur permet par exemple là on faisait un jeu sur les chevaux donc je suis allé enregistrer des chevaux avec eux et c'était super. Et donc ça fait que ça va dans le jeu.
Et en parallèle, eux, ils vendent une banque de son. Ça fait que même si ça leur coûte peut-être plus cher, au final, bon, ils amortissent un petit peu ces coûts en vendant une petite banque de son. Ils vont pas la vendre énormément, hein, ça se vend pas des millions d'exemplaires, c'est sûr, c'est très très anecdotique comme marché, c'est un petit marché. Mais voilà, ça rembourse un petit peu de coûts et en même temps, ça permet d'avoir des sons faits pour le jeu malgré tout. Donc c'est une approche qui est assez rigolote. Flippon aussi, le jeu que je vous ai montré tout à l'heure, moi j'ai pris un parti pris. Je trouve que prendre des partis pris, ça permet de se forcer dans une espèce de direction artistique, de tout faire avec un omnichord. Donc omnichord, c'est ce que vous voyez à gauche. C'est un synthétiseur des années 80, ça se fait plus, c'est une petite relique. Moi j'ai la chance d'en avoir un là. Hop, je l'ai Tu as beaucoup préparé. de chance, oui. Ah, ouais, je suis hyper J'en heureux. cherche un. Ah, faut trouver sur eBay, mais après, Je cherche. faut qu'il voyage. Et c'est toujours un petit peu dangereux, les voyages pour ces vieux synthés. Mais c'est hyper chouette. Alors, je sais pas si vous voyez ma caméra, mais bon, en bas, vous devez peut-être la voir. On voit très bien, on voit très bien. Ah, super. Donc, c'est un synthétiseur, mais il n'y a pas de touche. Vous voyez, hein, il n'y a pas de touche, enfin, pas de touche de clavier comme on a l'habitude. C'est des touches d'accords. Donc là, bon, il y a il y a un petit rythme, mais qu'on peut enlever. Hop. Et une fois que j'ai fait ces accords-là, je peux m'en servir comme une harpe. Et changer les accords. Voilà. Et ça, c'est un instrument que j'adore, où je suis vraiment tombé amoureux de cet instrument-là, qui est utilisé dans plein de musiques. En fait, on s'en rend pas compte, mais c'est voilà, David Bowie l'utilisait, Gorillaz l'utilise, et c'est un super instrument de musique. Et moi, je me suis lancé le défi de faire Flippon uniquement avec cet instrument-là. Et ça rajoute un petit truc au jeu. Et forcément, le côté harpe qui fait pring, 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 ça se prête très bien au côté combo qu'a le jeu. On va juste réécouter un petit coup maintenant que vous avez vu l'instrument. Voilà. Alors forcément, il y a des sons que j'ai pas pu faire avec l'omnichord. Par exemple, il y a des gens qui crient, il y a un petit peu de dialogue, etc. Forcément, je l'ai pas fait, mais j'ai essayé de faire même les petits pops, etc. Utiliser des sons qui sortaient de ça, mettre des petits effets. Enfin voilà, essayer de me forcer un petit peu. Et voilà. Alors, je vois plein de questions sur le chat Alors, sur le côté. justement, j'ai quelques réponses à certaines questions. Comme ça, Vas-y. parce que je les ai lues entre temps. Je les ai pas lus, moi, j'avoue. Alors, je te les lis à haute voix, comme ça, si tu pourras apporter des éléments en même temps. Il y en a qui demandaient pourquoi cet instrument n'est plus fabriqué. Et tout simplement parce que ça répondait à une demande dans les années 80, parce que c'est un instrument qui date des années 80, qui était de pouvoir offrir un instrument électronique qui imite la harpe. Sauf que entre les années 80 et maintenant, ce besoin n'existait plus, ou à un moment en tout cas, ce besoin s'est moins fait ressentir. Du coup, ils ont arrêté d'en produire parce qu'il y avait moins de gens qui en achetaient. Et en fait, comme tous les instruments un peu vintage, en fait, il y a un moment où ça revient un peu à la mode. En fait, des gens l'acquérissent, mais on va dire c'est plus pour des besoins très spécifiques. Donc en fait, c'est un marché vraiment où peu de gens en ont besoin réellement, quoi. J'ai vu quand même qu'ils ont sorti une version il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une dizaine d'années, Ah ouais MIDI. C'est-à-dire que c'est ça, mais sauf qu'il n'y a rien vraiment. Je crois qu'il n'y a rien qui sort du. Ça s'appelle le Q-Cord, je crois. Et on peut le plugger sur un ordinateur et on peut dire que plutôt que faire les petits bim que vous avez entendu, ça fera des sons de trompette. Donc ça fera et voilà, donc mettre vraiment n'importe quel son dessus. Et donc j'ai vu qu'ils ont sorti en MIDI. Je ne sais pas à quel point c'est bien, mais j'avoue que je suis curieux. Je sais pas trop. Et après, sinon, il y avait la question de est-ce qu'on peut faire des rythmes Zelda avec cet instrument? Bien sûr, on peut tout faire de toute façon, dès l'instant où on s'en donne les moyens. Et après, il y avait un débat qui s'est lancé sur le fait, le silence, c'est la notion qu'il y a du bruit constamment, tout le temps, partout. Et effectivement, quoi qu'il arrive, vous êtes constamment soumis au bruit, peu importe où vous êtes. Maintenant, il y a des zones où le silence ne va pas se représenter de la même manière. Si vous allez en plein milieu de la forêt avec des grands hangars vides, avec pas de vie à 50 km à la ronde, tout ce que vous entendrez, ça sera du vent qui va forcément faire du bruit et faire bouger les éléments autour. On peut également avoir, alors, plutôt dans les grandes villes, mais ce qu'on appelle des ondes un peu passives qui vont générer une sorte de bruit dans les basses qu'on n'entend pas forcément, mais qui est là en fait. Quoi qu'il arrive, il est là. Et on a également en fait simplement la vie qu'il y a autour, donc les oiseaux. On peut avoir également le métal qui rouille et qui du coup a tendance à te tordre et faire des petits bruits. On va avoir tous ces éléments-là qui vont graviter autour. Et en fait, nous, par exemple, quand on habite dans une ville, on a plein de bruits autour qu'on ne calcule pas parce que il est constamment là.
Et en fait, c'est quelque chose avec lequel on vit. Donc on n'a pas forcément conscience, notre cerveau fait abstraction de tout ça. C'est comme le fait qu'il y a votre nez dans votre champ de vision, mais vous ne le voyez pas tout le temps, parce que votre cerveau fait abstraction du fait qu'il soit là. Ouais, Euh, exactement. Et c'est pour ça aussi dans les films, on enregistre ce qu'on appelle des room tones. C'est-à-dire qu'en fait, on va enregistrer la scène. Voilà, je sais pas, il y a une scène de dialogue autour d'une table. Voilà. Sauf qu'à la fin ou au début de cet enregistrement-là, on va demander à tout le monde de se taire, les caméramans, les gens au buffet, etc. Tout le monde se tait. Et on va enregistrer juste la salle, le silence de la salle, pour pouvoir, à la limite, s'il y a un souci dans les enregistrements, si on doit faire un peu de montage, ça permet de faire des raccords en fait. Plutôt que d'avoir du blanc, vraiment, un silence vraiment, un silence numérique, un silence total, au moins on aura le silence de la pièce. Et en fait, ça fait quelque chose de beaucoup plus naturel, parce que effectivement, tous les silences sont différents. Donc voilà. Effectivement. C'est le bloom. Oui, je ne sais pas ce qu'on entend par le Je bloom. sais pas, j'attends. Mais c'est un truc visuel, surtout le bloom. Ouais, c'est ça. Moi, Voilà. j'ai plein de trucs en tête qui me viennent, mais je sais pas à quoi je suis censé me référer. Donc, Donc voilà, ça c'est le petit côté flippon. Pour Street of Rage 4, bon voilà, c'est une petite vidéo. Je me prends rarement en vidéo quand je fais du son, mais là je l'ai pris, donc c'est pour ça que je la mets. C'est quand on fait des combos assez violents dans Street of Rage 4, au bout d'un moment, il y a on a fait en sorte qu'on entende un petit peu des os craquer, ce genre de petits trucs-là. Et pour faire ça, voilà, je pense il y a plein de vidéos qui tournent là-dessus. C'est souvent fait avec des fruits et des légumes. Donc là, j'ai pris un petit poireau, voilà, et puis je lui ai mis la misère. Voilà. Donc c'est des petits trucs comme ça que je rajoute sur les sons et qui donnent un petit effet voilà, le coup était un petit peu plus violent qu'un autre. Voilà. pour les curieux et les amoureux de l'ASMR, j'ai mis un lien vers une vidéo des sound designers de Mortal Kombat où ils ont fait tout leur bruit Ah avec oui, GIF, avec tout le rayon fruits et légumes. Donc si vous êtes curieux, vous pourrez aller creuser là-dedans. Je le ouais, montre c'est souvent à mes vraiment étudiants, bien. mais C'est une super vidéo. C'est une vidéo de Vice, non, je crois. oui, je crois que c'est ça. Ouais. Non, c'est un chouette reportage, ça. C'est Mm. marrant. Et voilà. Faut aussi savoir que quand j'enregistre des choses, souvent, je me mets mes amis ados, parce que la dernière fois, je sais plus, j'avais besoin d'une veste en cuir il y avait une femme avec une veste en cuir. Mm. Moi, j'ai pas de veste en cuir chez moi. Donc j'ai demandé à mon ami, est-ce que tu peux me ramener une veste en cuir? Il m'a dit, ah oui, oui. Elle me l'a ramenée et la veste en cuir ne faisait aucun bruit. Elle ne faisait aucun son. Ah, Donc j'étais très déçu et donc j'ai dit, tu vas repartir avec, en fait, ça sert à rien. Ce à quoi elle était vraiment très énervée. Elle m'a dit que je faisais un métier de con. Je cite. Et voilà, ça m'a fait beaucoup rire. Mais des fois, voilà, on se met ses amis à dos. Bref. Hop. et d'ailleurs, on a eu la réponse sur qu'est-ce qui définit que c'est comme le bloom. Donc c'est le son de fond. Alors dans ce cas-là, on parlerait plutôt d'ambiance ou d'atmosphère plutôt que de bloom. C'est pour le coup tout ce qui est désigné du fond de son, on va parler vraiment d'ambiance, de room tone éventuellement si c'est un truc très discret, ou d'atmosphère si c'est un truc un peu vraiment, je sais pas, une atmosphère spatiale par exemple, ce genre de choses quoi. Peut-être que bloom, c'est un terme, hein, mais je le connais pas non plus. Je cherche depuis tout à l'heure et j'ai pas trouvé donc. D'accord. Ok. Bon, on passe à l'interactivité. Je pense que c'est le plus important parce que tout ça, au final, c'est des choses qu'on connaît aussi dans le cinéma. Je pense que il y a ça, sa spécificité, certes, mais voilà, la musique, le sound design, c'est des choses aussi qu'on a au cinéma dans les séries. Alors que nous, ce qui est important, c'est vraiment l'interactivité. Ça permet de faire des trucs assez rigolo. Donc j'ai deux petits exemples, hein. Déjà en intégration, enfin ça dépend des sound designers, mais on peut travailler directement dans le moteur du jeu. Donc vous voyez là, je vous ai mis une petite capture du moteur du jeu, ça c'est Unreal par exemple. Et donc c'est vraiment là où est fait le jeu, ou là où on met les blocs, les planches, l'eau, etc. Tout est fait dans ce logiciel-là et assemblé là. Et on peut rajouter du son aussi directement dedans. Souvent, c'est un peu limité, mais voilà, ça permet quand même. Il y a des petits outils pour mettre un petit peu de son. Après, si on veut aller un peu plus loin, il y a des logiciels qu'on attache à ces moteurs de jeu qui s'appellent des moteurs son. Donc ça, c'est ce qui est à droite, à savoir Fmod et Wwise. Ça, c'est les deux gros en ce moment qui dominent le marché. Et là, on peut faire des trucs fous.
Voilà, par exemple, pour les bruits de pas, si on veut faire des bruits de pas chouettes dans Unity ou dans Unreal Engine, c'est un peu compliqué parce que il faut faire tout un système pour savoir sur quoi je marche actuellement. Est-ce que je marche sur de l'herbe? Est-ce que je marche sur du métal? Est-ce que je marche sur du bois? Ensuite, il faut que l'info elle aille jusqu'au son, qu'ils choisissent le bon son. Ensuite, le son, il faut qu'il soit un peu aléatoire, que ce soit pas tout le temps le même son, etc. Tout ça, c'est des choses qu'on doit coder nous-mêmes dans le moteur si jamais on n'a pas de moteur son. Alors qu'un moteur son, ça coûte un peu d'argent, mais ça permet d'avoir un truc vachement qualitatif qui va nous aider et qui va surtout nous éviter de faire du développement en trop en fait. C'est-à-dire que tout le temps qu'on va faire à faire tous ces petits ajustements dans un moteur de jeu, si on achète un moteur son, au moins on n'a plus à les faire et c'est potentiellement des économies. Donc voilà, c'est une balance à trouver. Globalement, dites-vous que un moteur de jeu est fait pour faire un jeu et pas forcément pour faire des trucs très avancés sur le plan sonore. C'est pour ça que des outils ont été créés comme ça. Et le fait est qu'il serait possible de créer, en fait, de recréer ces outils dans le jeu, mais maintenant c'est très très peu cher d'utiliser ces outils-là, voire pour des toutes petites prods, c'est gratuit. Pour certaines prods, dans certains cas, il faut voir du cas par cas, mais globalement, ça reste très abordable. Donc en général, on a tendance à plus les utiliser et après, le choix du moteur dépend vraiment de ce qu'on veut faire et des besoins qu'on en a. C'est-à-dire que c'est pas systématique, ça dépend vraiment Ouais. du besoin, quoi. Je vois un Team Unreal dans la conversation. Oui, j'ai vu ça. J'étais à deux doigts parce que d'écrire Unreal sur côté, mais je me suis dit que j'allais me prendre moi une j'aime avalanche bien. de. Pour intégrer du son, en vrai, c'est pas si mal Unreal par rapport à Unity, où là, ça devient vite compliqué dans Unity. Moi, j'ai vite besoin d'un dev pour m'aider, alors que Unreal, avec leur petit système de blueprint, ça va, c'est un peu plus simple, Moi je maintenant. trouve. J'ai plus l'habitude, quoi. Moi Ouais, c'est maintenant, vrai parce qu'ils ont que fait des Unity efforts aussi, facilite Unity. vachement. Ouais, ils ont fait des efforts dernièrement. Oui, oui. Mais Et quand même, Unreal, très dépendant rapidement, de je suis comment c'est bloqué. fait. Unreal, dépend de comment c'est fait, tu peux vite te retrouver être bloqué. Donc ça dépend vachement en fait. Oui, carrément. Ouais, tout dépend aussi des devs qu'on a, parce que des fois, Oui, ça dépend. oui. Pas que des bonnes expériences. Et donc, là, je vous ai mis aussi une petite image d'Unreal, juste en exemple, parce que là, cette petite zone-là qu'on voit là, on peut imaginer, souvent c'est comme ça que ça marche d'ailleurs, si on a une maison et qu'on doit faire toute cette... Allez, on va prendre une discothèque, comme ça c'est vraiment un, un, un- un exemple plus parlant. S'il y a une discothèque, il y a les toilettes de la discothèque et il y a les discothèques, et ben on va faire deux zones comme ça que le joueur ne verra pas. Donc c'est des espèces de zones comme ça en wireframe, voilà. Ça, le joueur ne les verra pas, mais quand il entrera ou sortira de ces zones-là, ça va impacter le son. C'est-à-dire que quand on est dans la boîte de nuit de Cyberpunk 2077, et ben on a la musique à fond et tout, voilà, ça tabasse. Mais quand on va dans les petites, voilà, l'arrière-salle, quand on va dans les toilettes, et ben on va entrer dans une autre boîte qui ressemble à ça, qui va dire à cette musique, ah bon, cette fois-là, on va t'étouffer. Donc la musique va continuer normalement, mais juste, il va y avoir un petit effet en plus qui va étouffer le son, etc. Voilà, c'est juste rapidement pour donner un petit peu de contexte de comment on intègre les sons, comment on fait pour qu'à travers un mur, on n'entende plus le son. Voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai pas envie de perdre tout le monde, mais c'est ce genre de problématiques-là en fait qu'on a. Voilà. Et donc, je vais prendre mes petits exemples. Donc ça, c'est Even Zero. C'est un jeu sur lequel j'ai travaillé il y a 3-4 ans, dont on est hyper fier parce que c'était un jeu qu'on a fait en fin de deuxième année d'études. Et on l'a continué, on a monté notre boîte et on l'a fini, on l'a livré et ça s'est hyper bien passé. On a eu un super accueil. Donc c'est un peu le bébé, quoi. On est trop content. Le but, enfin le concept, c'est qu'on est un spationaute un peu perdu dans l'espace et il trouve cette base spatiale vide. Il arrive à s'y attacher, à rentrer dedans. Et une fois dedans, il est tout seul. L'équipage a disparu. On ne sait pas ce qui est devenu de l'équipage, le vaisseau R. Et la seule personne à qui il peut parler, vraiment, c'est une intelligence artificielle, donc qui est un peu disséminée partout dans le vaisseau. Et on va parler en langage naturel, c'est-à-dire on va vraiment taper au clavier, comme vous faites avec des chatbots sur des chatbots Facebook. Si vous avez utilisé Cleverbot aussi, c'est pareil. On va taper bonjour, comment vas-tu? Très bien. Où est passé l'équipage? Ah d'accord. Et qui est telle personne? Et normalement, l'intelligence artificielle va normalement, je dis bien normalement parce qu'on n'a pas tout prévu, l'intelligence artificielle va nous répondre. Le seul problème, c'est que nous, en son, on aurait bien aimé qu'elle ait une voix,
cette intelligence artificielle, mais on a calculé, c'est quelque chose comme, je sais plus, 48 millions de lignes différentes, de réponses différentes, donc on ne pouvait pas enregistrer 48 millions de lignes de texte, déjà parce que j'ai pas le temps, pas le budget, et puis c'est beaucoup, quoi. On se serait perdu, c'était une très très mauvaise idée. Donc ce qu'on a fait, c'est on a fait une petite synthèse vocale, un peu maison. Alors ça révolutionne pas du tout la synthèse vocale du tout, mais ça nous a amusés. Et en plus, le fait qu'elle, bon, on comprend à peu près ce qu'elle dit. C'est pas, voilà, c'est pas les synthèses vocales qu'on entend aujourd'hui, hein. Le fait que le jeu se passe à l'intérieur d'un vaisseau spatial qui est censé être construit dans les années 80, en fait, donne du contexte. Bah, ouais, effectivement, la synthèse vocale était un peu pétée parce que c'était fait dans les années 80. Voilà, c'est des vieilles machines, c'est des gros trucs cathodiques. Donc, ça marchait bien. Voilà, si on devait faire une synthèse vocale parfaite, bon, on ne se serait pas lancé là-dedans. Là, c'était le moyen d'essayer. Donc, je vais vous faire écouter, et puis après, je vais vous expliquer comment on a fait ça. Hop. Donc, la justice log, et après. Donc là, il a parlé. Voilà. Donc voilà, donc vous voyez, ça révolutionne pas du tout la synthèse vocale. On comprend pas toujours tout ce qu'elle dit, mais ça donne quand même. On voit que bah effectivement ça colle, ça lui donne une petite personnalité quand même. Et voilà, on était content du résultat. Donc ce qu'on a fait pour faire ça, c'est qu'on a pris des audiobooks libres de droit en anglais, enfin en américain, et on a découpé ce qu'on appelle des phonèmes. Donc les phonèmes, c'est fa, fe, fi, fo, fu, tatoti, totu, tout, boubi, bobu, enfin voilà, tous les phonèmes qu'on peut imaginer. On a tout découpé, on a tout trié dans des dossiers. C'était un peu long, j'avoue. Et après, on a fait un petit script qui analyse ce que l'IA veut dire. Ensuite, ça essaye de rassembler des. Hop, c'est la. Pardon, c'est la slide juste après. Ensuite, ça analyse avec ce qu'on appelle des graphèmes. Donc voilà, là c'est s, p, ou, n. Et donc au final, quand on met s, p, ou, n, et ben, côte à côte, et ben, ça fait spoon, plus ou moins. Voilà, donc ça c'est comme ça qu'on l'a fait, sachant qu'il y a aussi des petites choses qui diffèrent. Par exemple, quand ce sera la lettre, si c'est une consonne de fin et c'est une interrogation, on va essayer de la faire monter un petit peu plus. Voilà, on a essayé de faire des petits trucs en plus. Il y a aussi le fait que l'IA dans le jeu a des émotions. Donc, c'est-à-dire que des fois, elle va être énervée, des fois, elle va être contente. Et ça, on a essayé d'altérer un petit peu la voix aussi là-dessus. Donc, elle va avoir la voix plus grave. On l'a fait chanter aussi pour une musique. Donc on a pris ça, on l'a un peu autotuné, etc. Et voilà. Donc on s'est vachement amusé avec cette voix-là. Et c'est devenu un peu une identité du jeu. Et on en est assez fiers, parce qu'on était deux en fait là-dessus, à travailler là-dessus. Voilà. Et j'avais autre chose à dire, mais j'ai oublié. Bon, c'est pas très important. Je rajouterais que, avant que les autres prennent la parole, tout ça, que ça donne aussi une esthétique, mine de rien. Oui. Parce que justement, pour donner un peu ce côté rétro, c'est pas mal aussi d'apporter un peu tout ça. Et mine de rien, avoir beaucoup de sons, ça permet aussi de rajouter un peu de richesse et de ne pas avoir de grands moments de silence. Surtout sur un jeu où, mine de rien, il y a quand même beaucoup de texte. Oui, clairement. Donc c'est toujours pas mal. Alors il y a eu pas mal de sujets qui ont été mis entre temps, et du coup j'ai laissé un peu dérouler parce que ça n'avait pas forcément toujours du sens par rapport à ce que tu me montrais. Ouais, mais pas de souci, on peut remonter. Donc justement, il y avait comment est-ce qu'on ferait le son d'un cycle de marche sans qu'il soit trop linéaire et qu'il se cale au mouvement du joueur, comme tourner un virage par exemple. Alors typiquement pour un cycle de marche, en fait c'est pas si compliqué que ça. En fait on va avoir un certain nombre de bruits de pas. Plus les séquences de pas, souvent ce qu'on fait, c'est que plus le joueur marche et plus on a tendance à faire des séquences de pas très longues. C'est-à-dire que si c'est un jeu qui est un walking simulator où on va passer des heures à marcher, on va avoir tendance à faire une séquence de pas assez grande, de 20 ou 30 pas par exemple. En moyenne, en général, on fait plutôt des séquences de 12 pas.
Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir les bruits de pas, entre guillemets, pas gauche, pas droite. Et ensuite, on va les enchaîner les uns derrière les autres. Et on va faire en sorte que justement, ça fasse 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et en fait, on va reprendre au début avec le premier et reprendre la séquence. Ce qui fait qu'on ne sentira pas trop cet effet-là. Et après, il y a quelques cas particuliers. Par exemple, si le personnage peut sauter, dans ce cas-là, on va faire un bruit pour le moment où il saute et le moment où il atterrit. Enfin bref, il y a plein de sons qui vont venir accompagner en fonction des actions. S'il court aussi, le premier pas Ouais, de la s'il course, court. enfin voilà, le premier pas de la course sera différent, le pas de la course Mm. globalement est différent, le dernier pas aussi peut être Ouais, différent. Enfin voilà, il y a beaucoup, on peut pousser tout très loin en fait. c'est ça. Et aussi les respirations, par exemple, qui peuvent accompagner le tout. Enfin bref, on peut avoir. Je sais que de source, parce que enfin, quand j'étais étudiant, j'avais un professeur qui travaillait sur Remember Me. Sur Remember Me, ils ont fait un système de respiration où, en fonction de l'effort et de la durée de la course, en fait, les respirations deviennent de plus en plus fortes, Mm. typiquement. Ça, c'est quelque chose qui est hyper intéressant et qu'on utilise souvent, c'est de prendre des datas du jeu, Mm, dire bon bah c'est ça. là il y a de la stamina, donc on va dire que quand il y a plus de stamina, ça va altérer le son, quand il a plus de vie, bah, le son va être plus étouffé et tout ça, c'est Mm, des choses aussi qu'on peut faire, bah, surtout grâce à des moteurs son, mais c'est sûrement possible autrement, mais c'est des choses assez poussées où on va récupérer des données du jeu pour influer le son. Et ça, c'est des choses qui sont mm. souvent intéressantes et ça merge enfin ça combine bien le gameplay et le son ensemble. Voilà. Et justement, moi, typiquement, je le fais tout le temps hein, sur A Fisherman's Tale. Donc, c'est un jeu en VR sur lequel j'avais bossé. Justement, il y avait toute une notion de mise en abîme où on avait plein de bruit. Et typiquement, on a dû faire le choix de ne pas entendre en gros, pour vous expliquer en très rapide, il y a l'échelle 1 où est le personnage. Et en fait, on peut voir la maquette qui représente l'endroit où est le personnage. Et on peut interagir avec. C'est-à-dire qu'en fait, on peut mettre des objets, les mettre dans la maquette et ils apparaissent à une taille supérieure ou inférieure dépendant de ce qu'on fait. Donc, si je mets par exemple une fourchette dans la maquette, elle va apparaître dans ma dimension à mon échelle en fait. Donc, en fait, elle va être beaucoup plus grande. Et typiquement, il y avait eu ce choix de faire en sorte que quand on va mettre la fourchette dedans, bah, ça va pas faire de bruit dans la maquette ni dans les dimensions supérieures, mais uniquement à l'échelle 1, parce que sinon, ça créerait un bordel sans nom de son qui n'aurait pas forcément de sens. Donc, on essaie de faire attention à ça. Autre question qui avait été, c'était comment réagissez-vous quand vous entendez que des joueurs justement coupent le son? Bah, tant pis pour eux. En fait, moi, je vais admettre, hein, moi, il y a des jeux aussi où je coupe le son, parce qu'en fait, si c'est des Pareil. jeux, comment dire, si c'est des jeux qui sont des jeux game as a service, qu'on appelle, c'est-à-dire des jeux où on y revient souvent, voilà, où on se fait 1 heure par jour, et puis de toute façon, on n'a pas besoin Overwatch, d'être League of tant. Legends. Overwatch, League of Legends, par exemple, bon, ça, je trouve que le son peut quand même avoir il y a quand même des feedbacks, mais je pense, par exemple, j'en sais rien, à Candy Crush. Je comprends Mm. que quelqu'un, au bout d'un moment, veuille écouter plutôt sa petite musique plutôt qu'avoir la musique de Candy Crush. Oui, oui. Mais voilà. Ou même, des fois, je mute juste la musique, parce que, bah oui, j'ai envie d'avoir ma musique, mais les bruitages. Donc, moi, ça me choque pas, ça dépend. C'est vrai que si on Mm. fait The Last of Us, ou je sais pas, moi, un gros jeu avec une super narration et qu'on coupe le son, qu'on n'a plus les dialogues, bon, bah. Là, j'avoue que je comprends pas. Mais si c'est un jeu, ouais, même League of Legends, oui, t'as raison. Si c'est ça, bon, bah, je comprends mieux, il n'y a pas de. Bah, League of Legends, je le prenais en exemple parce que souvent, on a tendance à couper la musique parce que la musique n'apporte pas de réelles informations concrètes sur Ouais, ce que tu fais. Le sound design, oui. Donc en général, ce que les gens font, c'est qu'ils coupent la musique, mais ils laissent le sound design exactement. Ouais. et mettent leur musique. Donc pour moi, ça dépend vraiment du besoin parce que pour moi, un jeu qui est immersif de base, une personne qui va jouer à un jeu solo où l'immersion est importante, de toute façon, la personne va laisser le son parce que en général, c'est un peu dans son intérêt et Mm. la personne préfère. Je trouve ça assez rare maintenant des gens qui coupent vraiment le son dans un jeu normal. Sauf si vraiment le son est pas bon. Là, je peux comprendre que ça peut être nécessaire. Ah, C'est c'est déjà rare ça, quand même, hein. Moi, dans des gros jeux, c'est ça plutôt me. rare, J'ai jamais. mais ça peut arriver. On peut avoir de mauvaises surprises. Il Voilà. y avait Adam qui demandait si du coup, donc je pense que c'était sur Evan Zero, vous étiez deux à travailler dessus pour l'audio ou pour le jeu complet. Mais c'est Non, pour non, l'audio, pour je pense. l'audio. Pour l'audio, Ouais. ouais, ouais. Le jeu complet, on était pas tant que ça, hein, ceci dit, on était une dizaine, et effectivement, on était 2 pour l'audio, parce que C'est on pas mal pour s'était. un Ouais, non, studio. bah, c'est le seul projet, je crois, où on était plusieurs sur l'audio que j'ai fait. Donc. Hmm. Mais c'est parce qu'en fait, bon, Ouais, c'est si mieux. on veut tout savoir, c'est juste que en fin d'année, on voulait tous les deux faire ce projet-là avec cette personne-là. Et on devait se répartir les projets et tous les deux, on voulait faire ce projet-là. Donc, on a fait 50-50. On a fait 2 projets chacun, en fait. Ça me rappelle les Euh, souvenirs, ça. et voilà. Et en fait, on s'est arrangé comme ça. Et puis finalement, ça s'est resté comme ça. Et puis, bah, c'est cool parce que lui, il avait un côté très technique. Par exemple, tout ce qui est le script
pour lire les lettres, les transformer en graphèmes, puis les lier à des phonèmes, bah ça c'est lui qui s'en est occupé parce que effectivement j'ai pas cette compétence-là de scripter à ce point-là. Je bidouille un petit peu, hein, mais voilà, lui il a pu s'occuper de ça et puis moi j'ai pu m'occuper de plein de trucs autres, des fois du sound design plus pur, mais des fois aussi des choses dans la synthèse vocale, voilà. Et je crois qu'on a fait le tour. Tu vois, Silent Hill 2 avait enregistré 100 ou 200 pas. C'est vrai que c'est beaucoup. Parce que, si c'est le 2 original, c'est beaucoup, effectivement, pour l'époque. Mais aujourd'hui, c'est vraiment des milliers de bruits de pas en fait, qui sont enregistrés. Parce qu'à chaque fois si on marche sur de l'herbe, il va falloir que ce soit de l'herbe. Si on marche sur du métal, il va falloir que ce soit du métal. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure. Mais en plus de ça, ça va pas être tout le temps le même bruit de pas sur du métal. Il va être tout le temps aléatorisé. C'est-à-dire qu'il va choisir dans un pool de sons d'une vingtaine pour qu'on n'ait pas tout le temps boum, 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 mais que ça apporte de la diversité. Donc j'ai vu que par exemple sur The Witness, c'était quelque chose comme 1600 bruits de pas, enfin je sais plus exactement. Et bon, effectivement, le jeu, il se passe pas grand chose, et donc les bruits de pas, on se concentre. Et ils sont très beaux en plus, ces bruits de pas, mais c'est du boulot. Hein. Il y avait un jeu, alors j'arrive pas à me souvenir du nom parce que le jeu a bidé, mais il y avait un jeu, c'était un des jeux de lancement de la Xbox One, je crois, qui était un jeu exclusif Xbox One, un jeu multijoueur. Et en fait, c'était un jeu où tu avais. C'était un jeu un peu dans la veine un peu Battle Royale où justement il y avait une sorte d'affrontement. C'était Sun, je sais plus quoi. Et justement, les sound designers s'étaient donné beaucoup de mal pour faire le sound design parce qu'ils avaient fait en fait chaque bruit d'arme avec à chaque fois les différentes textures à part. Et en fonction de là où l'arme tapait et sur quoi ça tapait, on avait la texture qui était appelée pour aller avec l'arme. Et du coup, ça créait des arborescences infinies où par exemple, on pouvait avoir deux textures sur un objet et du coup, on pouvait avoir des. Et du coup, ça créait un truc assez impressionnant sur le plan sonore parce que du coup, ça demandait une quantité de production sonore et d'éléments à appeler assez incroyable. Et Sunset Overdrive. Et je sais que sur Sunset Overdrive, justement, ils se sont beaucoup donné et je pense que c'était un peu triste de voir le jeu un peu se vautrer niveau vente parce qu'ils ont fait un travail assez titanesque. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait. Alors, il y en a qui ont vraiment beaucoup, beaucoup de temps et c'est assez impressionnant. Des fois, quand les choses sont poussées vraiment à bloc, c'est hyper, hyper impressionnant. Et justement, après, j'aurai un exemple. On va terminer un peu les questions qui restent. Et après, il y a un exemple d'un truc qui pousse vraiment tout ça à fond. Ouais. Il en reste deux. Donc, Léopold, concernant le doublage ciné aux jeux vidéo, est-ce que ne pas avoir une voix originale style Bruno Choel ou Richard Darbois peut augmenter un réel handicap si on a envie de se lancer? Non, je peux te le dire, je côtoie beaucoup, beaucoup, beaucoup les comédiens de doublage. J'ai beaucoup de potes qui sont dans le milieu. Et notamment, j'en ai deux qui ont commencé. Enfin, il y en a un qui a commencé il y a 3 ans. Il n'est pas du tout du milieu. Enfin, les deux n'ont pas fait d'école de théâtre, etc. Et ils n'ont pas des voix extrêmement impressionnantes. Mais le fait est qu'à force de motivation et à force d'investissement, et en se donnant et en cherchant un peu à avoir les contacts, d'une manière ou d'une autre, hein, pas forcément avoir besoin de connaître Éric Legrand pour percer là-dedans, mais déjà juste avoir un contact pour assister à une séance d'enregistrement, déjà, c'est déjà un grand pas de fait. Et après, à force de rencontrer des gens, d'avoir sympathisé, d'avoir montré ce que tu es capable, au bout d'un moment, tu finis par réussir. Mais ça prend du temps, de l'investissement et c'est beaucoup d'énergie. Mais pour moi, si tu te donnes et que tu sais, enfin, si tu as les capacités derrière, tu n'es pas obligé d'avoir une voix extrêmement impressionnante pour que ça soit le cas. Il y a des voix qui sont très typiques qui réussissent. Hein. Non, mais oui, c'est quand même un milieu ultra, ultra, ultra dur. Moi, je sais que pareil, quand j'enregistrais des voix à No Life, moi, voilà, j'enregistrais d'un côté, j'avais les films Paramount où effectivement il y avait les grosses pointes du doublage, le doubleur d'Homer Simpson, voilà, enfin tout ça, des très gros, quoi, même des stars, des fois, des Edward Baird, des trucs. Et l'année d'après, j'ai fait No Life, et là, j'ai rencontré plein d'acteurs voix qui, eux, étaient plus dans la galère, c'est pas le même milieu du tout. Et il y en a plein qui ont réussi aussi à percer. Hein. Il y en a qui maintenant sont dans des gros films, doublage et même acteurs, ils font les deux et dans des gros trucs. Et donc, bon, comme quoi c'est faisable, mais c'est vrai que c'est un milieu où il faut quand même avoir beaucoup de contacts. Hein. Sans contact, c'est extrêmement dur. Mais c'est pas aussi dans le jeu vidéo, je trouve. Hein. Dans le jeu vidéo, oui et non, parce que comme c'est une plus petite industrie, tu vois, moi, par exemple, si je me dis, j'ai rencontré quelqu'un dans un bar, il a une voix super, ça collerait sur tel personnage, et à la limite, je pourrais lui proposer, et puis on le ferait, et ça va peut-être marcher. Et voilà. Alors que dans le cinéma, ça va pas être dans ce sens-là, ok.
voilà, ça va pas être si facile d'accès parce que bah non, il faut déjà faire ses preuves, il faut déjà avoir fait 3 courts-métrages, machin. Alors que moi, je peux l'enregistrer, si ça marche pas, je lui dis bon Oui, bah bien sûr. désolé, ça marche pas. Voilà, quand même D'accord, le petit cachet, voilà. j'avais pas compris dans ce sens-là. Ok, make sense. Mais pour te dire, hein, Léopold, mon ami Laurent Gris, il a commencé à 27 ans, 28 ans, je crois, à faire du doublage. Avant, il était pizzaïolo, donc rien à voir. Et il s'est lancé, il s'est un peu formé, il a essayé de faire il a fait différentes choses. Et au final, maintenant, il commence à avoir des grands rôles. Il travaille sur les Final Fantasy. Là, récemment, il a eu un rôle sur l'anime Fire Force. Et il a fait plein de choses comme ça. Il a fait Walking Dead. Enfin bref, il a fait plein de rôles au fur et à mesure, justement, d'avoir des opportunités, de faire des projets, etc. Mais ça peut prendre plus ou moins de temps, mais il est jamais trop tard, en fait, quoi qu'il arrive. Ensuite, on avait Maxime qui avait une question. Alors, je sais pas s'il veut prendre la parole. Ouais. C'est pour revenir à tout ce qui était un petit peu trigger box et tout. Est-ce que ça existe déjà, euh, on va dire, avoir un son qui est interactif avec son environnement, un petit peu comme a su le faire Nvidia avec la technologie RTX pour la lumière? Plus avoir Oui. besoin de trigger box et que ce soit directement le mur qui on va dire, arrête le son, on va dire. Ouais, c'est un truc qui existe Oui, ça déjà. existe. Alors il y a plusieurs systèmes en fait, mais entre autres l'occlusion, ouais, c'est vraiment quand tu es derrière le mur, Mm. tu n'entends plus ce qu'il y a de l'autre côté du mur. Mais il y a beaucoup de systèmes moi qui utilisent même automatiquement la réflexion. Par exemple, je sais que Rainbow Six d'Ubisoft, ils ont beaucoup utilisé ça parce qu'ils étaient obligés, parce que eux dans Rainbow Six, le grand truc du jeu, c'est qu'on fait des trous dans les murs. Donc le problème, c'est que quand on fait des trous dans les murs, ça casse le son. Parce que normalement, le son qu'on n'est pas censé entendre, qui est censé être de l'autre côté du mur, là, on doit l'entendre. Donc tout était très compliqué. Et donc eux, ils ont fait tout un système spécial où effectivement le son va prendre la distance la plus courte entre l'auditeur et la source sonore. Et il va se frayer un chemin en fait. Donc chaque source sonore va essayer de tracer son chemin le plus court pour qu'on l'entende dans cette direction-là. Je ne sais pas si je suis extrêmement clair sans, Si. Mais donc c'est sans, beaucoup plus coûteux en performance, non? Ouais, ça J'imagine. prend Oui, beaucoup de oui. performance et c'est aussi faut faire beaucoup de tests, c'est beaucoup de recherche et de développement quand même. Enfin, en tout cas, dans leur cas, c'était recherche et développement gigantesque parce que vraiment, ils ont créé un truc titanesque et ça sonne super bien. Mais après, même les outils qui sont de Unreal, bon, des fois, voilà, le mur, tu vois, il dépasse je sais pas, il est mal collé de 1 pixel. Bon, ça fait qu'on entend le son. Enfin, il peut vite y avoir Mm. en fait des embrouilles comme ça. Et bon, c'est un peu. Voilà, des fois, si c'est un truc gigantesque, tu peux pas tout tester. Et voilà, si c'est un petit monde, ouais, ça peut vite marcher comme ça. Et on a de la chance parce qu'à notre époque, maintenant, on a beaucoup plus d'espace et beaucoup plus de possibilités d'expérimenter ce genre de choses. Rappelons que, petit rappel de contexte, à l'époque de la Xbox 360 et de la PS3, un CD de jeu, c'était 200 mégas pour l'audio total. Donc voix, Mm. musique, sound design compris. Donc ça représentait, je sais pas, un dixième, un cinquième, un vingtième de l'espace total du CD Blu-ray, quoi. Ouais. Donc c'était quand même Maintenant, pas le même contexte, quoi. maintenant c'est gigantesque et les gens qui ont des petites connexions nous détestent parce qu'effectivement, on met tout en plus haute Mm. qualité, il y a plus de son. Et Oui. effectivement, des fois, il y a 4 gigas de son dans un jeu, et pour des petits jeux même des fois. Et donc, effectivement, Mm. bon, c'est un peu abusé, mais écoute, on peut se faire plaisir, hein. On se fait De plaisir. temps en temps. Et Et puis, je vois une dernière question. ouais, dans un jeu où par exemple un voice actor ne veut pas donner sa voix, est-ce possible ou illégal de la reproduire? Alors c'est rare, ça m'est pas arrivé. Mais de toute façon, en général, ce qui se passe, c'est que de toute façon, on en parle avec la personne. Et en général, il y a un accord avant enregistrement, quoi qu'il arrive, de toute façon. Mais qu'est-ce qu'on Et appelle donner sa voix? C'est-à-dire, s'il y a un modèle 3D de Zlatan et qu'on lui demande de faire la voix et que Zlatan ne veut pas, ou est-ce que il a enregistré bonne question. les Moi, je le voix? prenais vraiment comme genre, si on a un voice actor, quelqu'un qui est vraiment en comédien de doublage, est-ce que est-ce qu'il a un droit de rétractation ou je sais pas, est-ce qu'on a le droit de genre se rapprocher? Après, reproduire une voix, c'est compliqué, hein. Je sais pas. Les tentatives de création de voix digitale, alors c'est sympa, ça marche pas trop mal, mais on est très loin d'avoir quelque chose de vraiment très concluant. Ça demande, enfin, c'est très complexe, hein. Mm, mm. Mais oui, je pense que moi, c'est jamais arrivé. Je pense que ça n'arrive pas en général, parce que Non. ils lisent les scripts, ils voient ce qu'est le Mm. projet, et on ment rarement, hein. On va pas faire
voilà, un projet de course de voiture se transforme pas en projet néo-nazi ou je sais pas quoi en un clin d'œil. C'est clair. Donc généralement, ils savent à peu près ce dans quoi ils mettent. Quoique de temps en temps, il doit y avoir sûrement des sujets qui sont effectivement où voilà, des sujets où effectivement des trucs à controverse qui peuvent arriver. Je sais Mm. pas comment ça se passe dans ces cas-là, mais ça Il y doit en être a des eu. points très spécifiques. Il y en a eu une fois, mais c'était il y a longtemps, c'était dans les années 80, c'était par rapport à l'arrivée des animés et la violence des animés pour les programmes pour enfants. C'était la seule fois Ah où oui. les comédiens ont fait grève pour dire non, on veut pas faire ça, vous modifiez vos textes, quoi. Mais Ouais. c'est la seule fois, c'est arrivé une fois, quoi. Il y avait Chef aussi dans South Park qui est parti au d'un moment parce qu'il y avait Oui, il y avait un épisode qui l'a trop énervé. Le doubleur, alors je sais même pas si c'est l'américain ou le français. je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, je sais que voilà, il y a eu, bah ouais, il y a des épisodes qui l'avaient énervé pour des causes de racisme et il a quitté la série, mais néanmoins ils ont toujours les droits et voilà, il y a pas, Bien. je pense qu'ils ont toujours les droits de la voix et que ça n'a pas créé plus de soucis que ça. Juste ils ont perdu la voix, ils ont dû la changer en cours Mm. de production. Voilà, hop, bah j'ai spoilé la suite et on passe à la suite. Donc ouais, dernier point que je veux aborder, c'est la sonorisation dans un public d'un jeu FIFA. Alors c'est un peu bizarre comme thème, parce qu'on se dit que voilà, ça devrait être plutôt simple, mais c'est pas simple. Il y a plein de choses qui se passent, et donc je vais essayer de dire grossièrement, parce qu'en fait je pense vraiment que là ce que je veux dire c'est la pointe de l'iceberg, et qu'il y a il y a des millions de lignes de code pour régir tout ça. Et là, je vais vous dire déjà rien que le squelette pour voir à quoi ça ressemble. J'ai pris cet exemple-là parce qu'en fait, c'est un jeu qui existe depuis 25 ans, je crois, un truc comme ça. Et en 25 ans, bah, ils utilisent à peu près tout le temps un système équivalent qu'ils upgrade, et plus ça va, plus bah, il y a de choses qui s'ajoutent. Tout ça sur un petit terrain, parce qu'au final, on n'est que sur un terrain de foot, hein, on n'est pas sur un monde ouvert ou je sais pas quoi. Voilà, le périmètre de jeu, lui, il s'est jamais agrandi. Donc le fait d'avoir une petite expérience comme ça, ça fait 25 ans, et eux en plus ils ont des millions de dollars de budget, et ben en fait ils peuvent faire des trucs à fond, et on va voir ça ensemble. Donc voilà notre stade. Donc effectivement, on pourrait se dire que bah, là, il y a eu juste un bruit de foule en boucle, et puis que voilà, ça roule comme ça. Mais effectivement, vous en doutez, c'est plus compliqué. Il y a plein de choses. Déjà, il y a ce qui se passe sur le terrain. Donc quand un joueur intercepte la balle, quand un joueur va tirer, quand un joueur met un coup franc, quand un joueur met un corner, etc., et ben, la foule a ces petits samples. On va entendre la foule crier, s'énerver, être heureuse, etc. Donc ça compte forcément. Il y a aussi forcément bah, toutes les décisions un peu impactantes de l'arbitre. Voilà, forcément le carton rouge, quand l'arbitre va regarder la VAR, l'ambiance plus calme, les murmures, etc. Tout ça, ça contrôle aussi les bruits de foule. Donc là déjà, il y a quand même quelques petites lignes de code à faire, quoi, l'air de rien, savoir ce que font les joueurs, ce qui se passe dans le jeu, etc., que ça déclenche les choses, que ce soit un petit peu naturel, que ça sonne naturel. Déjà, il y a de quoi faire. Mais il y a aussi, bon, désolé, vous voyez vous voyez mon talent artistique. Je fais de l'audio, hein, je ne fais pas je ne fais pas du visuel. Mais il y a aussi où se trouvent les joueurs sur le terrain. Donc s'ils sont proches des cages, forcément l'excitation va être à son comble, mais s'ils sont au milieu du terrain à se faire des passes pendant 20 minutes, ça va être beaucoup moins intense. Donc selon où on est sur le terrain, ça ajoute aussi un degré d'intensité dans toutes ces actions, etc. En plus de ça, donc forcément le public, il y a deux équipes. Donc le stade est scindé en deux. Ça, je pense qu'on s'en rend pas forcément compte quand on y joue, mais c'est quelque chose hein, qui est vraiment dans le jeu. C'est-à-dire que bah, d'un côté, on va voir, je sais pas s'il y a OM PSG, d'un côté, on va voir l'OM, de l'autre côté, on va voir le PSG, et les fans sont plutôt scindés. Et à quoi ça sert de faire ça? Et ben, ça sert tout simplement à faire en sorte qu'il y ait les chants des supporters. C'est-à-dire qu'en fait, dans toutes les équipes qui sont dans FIFA, ils ont enregistré les chants de chaque supporter. Donc ils ont pris, je ne sais pas qui a chanté ces chants, mais en tout cas, ils ont enregistré les chants voilà, des fans de Liverpool, des fans du PSG, des fans du Barça, et en fonction de ce qui se passe sur le terrain, les chants ils vont s'activer ou non. Voilà. Donc c'est à ça que ça sert de séparer les deux équipes et que ce soit pas juste un capharnaüm. Ensuite, ces jolis petits ronds-là, en fait, ça représente des sources sonores. Donc plutôt que d'avoir un côté PSG à gauche, un côté OM à droite, bon là c'est plutôt l'inverse, OM à gauche, PSG à droite, plutôt que d'avoir ça,
et ben en fait, on va avoir plein de petits groupes. C'est-à-dire qu'il va y avoir une source sonore pour des groupes de personnes. Donc, je vais mettre mon petit pointeur. Là, ici, on voit que c'est un groupe lambda, hein, moyen. Là, c'est un groupe peut-être de gens plus énervés, des gens qui chantent beaucoup, qui crient, qui vont plus siffler. Et après, il y a les petits, là, des gens plus discrets, on va moins les entendre, etc. Donc ça, c'est sûrement dans leur moteur, j'imagine que c'est représenté avec des chiffres. Il doit y avoir une échelle, quelque chose qui va de 1 à 10 ou quelque chose comme ça. Et ça permet en fait d'avoir quelque chose de plus vivant. C'est-à-dire que quand la caméra va se déplacer de gauche à droite du stade, et ben, on va entendre... voilà, si la caméra se déplace comme ça, eh ben on va entendre cette petite foule-là se déplacer vers la droite. Et ça permet en fait d'avoir une sensation de détail, une image de stéréo en fait. Donc la stéréo, c'est le fait d'avoir un, par exemple sur votre casque qui est sur en stéréo, hein, gauche et droite, et ben on va l'entendre passer de gauche à droite. On va entendre voilà, quelque chose d'un peu vivant, quoi. Donc déjà rien que ça commence à faire beaucoup de petits éléments qui rentrent en compte et qui donnent pas mal de... À chaque fois qu'on fait une partie de FIFA, normalement, ça va pas sonner pareil, parce que déjà, en fonction de ce qui se passe sur le terrain, comme vous l'avez compris, mais aussi en fonction des équipes qu'on joue, ça va pas sonner pareil. Il y a aussi, je pense qu'il y a aussi une traque de public au fond qui est un peu constante pour histoire de lier le tout. Ça, c'est une théorie personnelle, j'ai rien lu là-dessus, mais je pense que forcément, il y a une petite traque de public de base qui se promène. Et un autre truc aussi qui est impressionnant, c'est, alors là, si je vous montre la photo, l'image, ça ne vous parle peut-être pas, mais c'est la réverbération. Chaque stade dans FIFA a sa propre réverbération. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est venu avec une petite machine, un petit micro, il s'est mis au milieu du stade, il a envoyé des signaux sonores qu'un algorithme a digéré, et au final, il va dire, ah bah voilà, ce stade, il sonne comme ça. Ce stade, le stade de France à Paris, enfin à Saint-Denis, il a telle réverbération. Donc du coup, le public, tout le son du public là dont on a parlé, il va passer à travers cette réverbération, et on va se dire, bon, c'est le public de Barça contre le PSG, mais dans l'enceinte du Stade de France. Ça va être dans le Stade de Barcelone, etc. Et à chaque fois, donc c'est quand même pousser le truc assez loin. C'est à la fois, voilà, c'est assez poussé, quoi. Le budget est vraiment pharaonique vu que ça fait des décennies qu'ils font ça. Ça fait que pour le coup, là en ce moment, il y a la crise sanitaire, hein, je pense que vous êtes au courant, et il n'y a personne dans les tribunes actuellement, et c'est un problème. Et du coup, on a réutilisé ces sons-là, donc les sons qui ont été faits par EA pour FIFA. Maintenant, ils sont utilisés dans les matchs de Première Ligue en Grande-Bretagne. Donc, il y a quelqu'un qui est dans un bureau et qui a le petit logiciel qui est derrière FIFA. Il va pouvoir un peu manipuler les réactions du public. Donc mettre effectivement les chants de supporters associés aux bonnes équipes, avoir la bonne réverb du bon stade, avoir des réactions en temps réel de ce qui se passe, voilà, et tout ça qui sonne à peu près réaliste. Bon, forcément, j'imagine qu'il y a eu des couacs ou autres, mais de ce que j'ai vu, ça sonnait hyper bien, et voilà, ça fait... On se rend pas compte en fait il y a que visuellement où on voit que le stade est vide, quoi. D'un point de vue sonore, ça change plus grand chose. Ça perd un petit peu, certes, de son. Enfin, c'est un peu plus artificiel, forcément. C'est moins spontané. Il y a des choses, effectivement, c'est plus. On peut pas dire que c'est exactement pareil, mais vraiment, ça comble un vide de manière assez impressionnante dans ce cas-là. Au point où même la NFL, donc le football américain, aux États-Unis, eux, ils ont créé un propre synthétiseur donc eux, ils se sont passés de FIFA, ils ont enregistré leur propre son de crowd, enfin de public, et ils ont fait leur propre synthétiseur qui tourne sous les mêmes technologies que FIFA, c'est-à-dire qu'il y a Wise, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est derrière ça, et en fait, tous ces petits boutons-là, ils servent à des choses. Donc là, ici, on voit bout ces moments où, je sais pas, il y a un carton rouge. Enfin, je connais très peu le football américain. Je dis ça, je parle de choses que je ne connais pas. Mais bout, j'imagine que c'est voilà, quand quelque chose de mal se passe. Ici, le public est excité, mais ils sont plutôt négatifs. Là, ils sont excités de manière positive. Ça, cette petite tirette-là, de ce que j'ai vu, ça augmente l'intensité. Il y a plein de... Voilà, tout n'est pas marqué. Je ne sais pas ce que tout fait, mais en tous les cas, voilà, il y a selon ce qui se passe, il y a quelqu'un qui est dans une petite loge et qui fait ça en interactif. Donc en fait, on va même au-delà de toutes les technologies que je vous présente et tous les concepts en fait, qui ont été présentés. Ça va au-delà du jeu de vidéo. C'est parfois
On se retrouve là, on sauve les meubles pour le Covid. Des fois, ça se retrouve dans des installations artistiques. Il y a plein d'installations artistiques qui sont interactives aussi. Euh, et voilà, hein, on peut imaginer plein de choses, même d'un point de vue commercial maintenant, promotionnel. Il y a plein de choses qui tournent à l'interactivité dans les hypermarchés. Hein. Il y a des bornes des fois interactives où on interagit, où il y a des choses, des plans, des trucs. Et bah, des fois, il y a du son qui est assez poussé, l'air de rien, en fait, parce que bah, c'est de la pub. Hein. Il y a beaucoup d'argent qui sont mis là-dedans. Ils peuvent faire les choses bien. Bon, je suis pas trop, je sais pas si j'ai vraiment envie de bosser pour la pub, mais en tous les cas, il faut savoir que ça existe. Et donc, le son interactif, c'est aussi pas que des jeux vidéo. Il y a plein d'autres choses en fait qui vont autour et qui prennent de l'ampleur en fait. C'est quelque chose qui, là, les 10 dernières années, le son interactif, ça a pris beaucoup d'ampleur, plus que le jeu vidéo. Voilà. Il y a une grande tirade là sur FIFA. Hein. Et donc, bah, moi, je pense que j'ai fini. Donc là, si vous avez des questions maintenant, n'hésitez pas. C'est maintenant ou jamais. Exactement. Ou par mail. Je comprendrais si ça fait peur d'écrire Pas le des dire, choses ça. devant plein de gens. Mais oui, j'aurais peut-être pas dû le dire, mais n'hésitez pas, c'est entre nous. J'ai une petite question. Comment vous faites pour faire tout ce qui est sound design d'un moteur de voiture pour des jeux de simulation genre Dirt Rally, des choses comme ça, parce que c'est assez compliqué quand même à réaliser, non? En vrai, pas tant que ça, mais tu t'en as déjà fait, toi, Swan, ou pas? J'en ai fait, j'ai fait des voitures, mais de là à dire que c'était du dirt rally, pas vraiment. Mais en gros, c'est à peu près tout le temps. En gros, on va écouter, moi, comme je l'ai fait en tout cas, je ne sais pas si c'est la bonne technique, mais c'est ce que j'ai fait. On enregistre des loops. Donc, alors, on va enregistrer ou alors on a une banque, hein, ça marche aussi, mais on va enregistrer des loops d'une voiture qui va être stationnaire ou alors sur laquelle on a accroché des micros, ça dépend. Donc, en première, voilà, on va lui dire passe la première, va à 20 km/h, va à 50 km/h, va à 80 km/h. Et ça, on va essayer de faire des boucles, donc des loops. Ensuite, on va essayer de lui faire passer la deuxième, faire pareil. Troisième, pareil. Quatrième, pareil, etc. Et ça, en fait, on va prendre les datas du jeu, donc savoir à quelle vitesse va le joueur, quelle est la vitesse sur laquelle le pommeau de la voiture est. Et ça fait que toutes ces petites datas-là, on va essayer de jouer la bonne loop et transitionner petit à petit vers la loop qu'il faut. Je ne sais pas si je suis extrêmement clair, mais en gros, c'est vraiment essayer que ce soit le plus fluide possible de cette manière-là. Voilà. Je ne sais pas si tu l'expliquerais mieux que moi. Alors, moi Je la manière dont pense. je l'avais fait, mais c'est pas très loin de. En fait, il y a des éléments en commun. En fait, la manière dont c'est fait, si vous voulez un ordre d'idée. Donc, effectivement, on place des micros. En général, il y a 2 à 3 positions de micros. C'est-à-dire qu'on va positionner déjà un micro au niveau du moteur, ou dans une zone en tout cas un peu safe. On va mettre une micro au niveau de l'intérieur, parce que ça va pas avoir le même son. Et on va essayer d'en placer un troisième. Alors, ça peut être par exemple en dessous de la voiture ou à différents endroits pour essayer d'avoir aussi un peu le son extérieur. Alors, le truc un peu technique, c'est qu'il faut le placer de manière à pas prendre le vent, parce que sinon, c'est dommage, ça va juste faire. Et du coup, ça n'a pas de sens. Mais dans l'idée, on fait ça. Ensuite, une fois qu'on a ces 3 pistes-là, en gros, on va avoir effectivement les différents types de régimes. Donc après, en fonction de la précision, on peut plus ou moins avoir un certain nombre de régimes. Donc ça peut être de 1 à 5 vitesses, voire 6, etc. Et après, en gros, on va enregistrer. Moi, ce que je faisais, c'est que j'enregistrais une vitesse à 20x, enfin à 20, 40, 60, 80, on va dire, ou 100, 130, bref, on s'en fout. Et ce que je faisais, c'est qu'en fait, je faisais des transitions entre les différents segments, donc je les faisais boucler. Ensuite, je faisais des petites transitions entre les deux, et en fait, comme toi, je récupérais le paramètre de vitesse, donc soit je le faisais en rotation par minute, soit je le faisais en kilomètre-heure, bref. En tout cas, une variable claire et nette que je peux relier à une variable qu'il y a dans le jeu. Et en fait, à ça, j'ajoutais également un petit paramètre de pitch, donc en gros pour que le son soit plus aigu. Et j'en mettais un petit peu à chaque fois sur les différents régimes pour que ça donne un peu cette impression de pour qu'on ait vraiment la sensation d'accélération, parce que sinon on ne l'avait pas. Et je rajoutais à ça, du coup, juste un petit son à la de base quand je suis à 0 avec le pa, tu sais, le sort de son un peu stationnaire, quoi. Pétarade. Ouais. Et après, ça, en plus de ça, bah, vas-y, continue, je trouve c'est ce que tu as non, dit. j'allais juste dire, juste en plus de ça, je rajoutais les petits éléments, genre les petits virages, les trucs comme ça, que je venais appeler de manière spontanée en fonction de ce qui était nécessaire, quoi. Ouais, voilà. Mais tu as bossé sur un jeu de voiture, parce que ça a l'air assez poussé, là, ce que tu as fait. Non, c'était mon prof qui nous a fait faire ça. Ah d'accord, ok, donc tu t'es amusé, tu as fait le truc à fond. Ouais, mais on a fait des trucs, anecdotes, tu vas comprendre, on avait fait un jeu un peu violent, où en gros, on avait un système où tu avais le jeu qui était sur Unity,
qui communiquait avec une interface Pure Data. Donc Pure Data, c'est un logiciel pour faire des sons et c'est C'est un dur. enfer sur Terre pour moi. C'est dur. Et Pure Data récupérait les informations et les sons de Ableton. Donc tu avais une triangulation de communication et c'était un enfer. J'ai perdu 3 neurones, enfin, j'ai perdu beaucoup de temps et d'énergie et d'espoir en l'humanité en travaillant là-dessus. Mais c'est des vrais trucs où, genre, vraiment, je suis content d'avoir eu des profs un peu schizophrènes sur les bords pour m'apprendre ça, parce que c'est vrai que c'est intéressant. Mais c'était vraiment intense, quoi. Et moi, j'avais fait ça parce que j'ai bossé sur le jeu Tour de France. Ah Et donc, il y a la voiture du début de peloton. Mm. Donc voilà, on avait fait ça sur des voitures de début de peloton. Mais pareil, hein, Tour de France, c'est aussi assez. Enfin, il y a plein de choses à prendre en compte. Le vent, sur quoi on. Est-ce qu'on est derrière quelqu'un? Est-ce qu'on est leader? Notre stamina? En fait, il y a beaucoup de paramètres en fait, qu'on peut prendre et avec lesquels on peut s'amuser. Moi, j'avoue que je suis pas il y a beaucoup de jeux où je ne suis pas client, où je ne jouerai pas à ces jeux-là. Par exemple, Tour de France. Par contre, travailler dessus, c'est totalement différent parce que Oui. tu as une. Il y a des choses qui sont amusantes à faire où tu dis ah c'est hyper intéressant de faire ça comme ça, etc. Alors qu'il y a des jeux que j'adore et que j'ai envie de jouer et quand je travaille dessus c'est moins rigolo, donc c'est vrai que c'est un peu aléatoire ça. Bah ouais, et puis même des fois, moi, ça m'arrive de bosser sur des projets, pas forcément parce que le projet m'intéresse, mais parce que les gens avec qui ils sont dessus, je les aime bien et j'aime bien bosser avec eux, Aussi, donc du ouais. coup, je vais bosser dessus en fait. Donc, Et pour en revenir aux voitures aussi, il y a ce ouais. sur quoi on roule. C'est tout bête, hein, mais là on parle Oui, que aussi. du moteur. Mais en fait, il y a beaucoup de choses. Il y a le vent, il y a ce sur quoi on roule. Si on roule sur des graviers, sur de la dirt, hein, et en Dans fait, quelle ville? Dans quel endroit? Voilà, la réverb, est-ce qu'il y a des bâtiments autour de nous? Enfin bref, c'est infini. En fait, c'est le genre de jeu où on peut aller très très loin. C'est ça. Pour les sons de type fantastique, y a-t-il des particularités? Bah, par exemple, une boule de feu, on se dirait on met un bruit de feu, mais vu qu'elle est magique, techniquement, elle ne brûle pas du bois, ou encore le bruit du marteau de Thor, celui qu'on entend au moment où il le soulève. Bah, en fait, c'est juste que le but, c'est de faire un son qui colle à ce qu'on voit. Donc, si la boule de feu a fait une animation particulière ou si elle se déplace, on va essayer de faire en sorte que le son corresponde à ça. Donc, en fait, il n'y a pas de particularité, c'est juste que il va falloir, souvent de façon fantastique, notamment quand on est sur des jeux qui sont plus ou moins réalistes, je pense là notamment ce qui me vient en tête, là, c'est Skyrim ou The Witcher, on va vraiment coller à ce qu'on voit et à l'univers qu'on veut instaurer. Je sais pas toi ce qu'on en penses, Wad, mais Ouais, carrément. Bah, en plus, là, tout ce qui est fantastique, là, quand on parle de boules de feu, quand on parle de choses, de marteaux soulevés, des trucs comme ça, de Thor, bah, c'est des choses en fait qu'on connaît vachement dans la pop culture. Et pour nous, bah, le son d'une oui. boule de feu, ça fait le son d'une boule de feu. Et en fait, il n'y a pas beaucoup. On va pas tergiverser. De temps en temps, on va essayer de faire des trucs différents et tout, et c'est cool. Mais ça va peut-être faire bizarre aux gens si on fait une boule de feu qui a un bruit auquel il n'est pas habitué. Alors que si, par contre, il y a des jeux fantastiques où bah, il y a des choses qui changent totalement l'ordinaire. Je sais pas, des portails interdimensionnels. Bon bah ça, c'est un peu chacun a un peu sa définition sonore d'un portail interdimensionnel. Donc là, Oui, on c'est doit ça. peut-être être plus créatif et bah. Qu'est-ce que ça a de spécial à part que bah, dans les jeux, dans ce qui est fantastique, peut-être qu'on utilise beaucoup de synthé. Ça arrive hein, dans tout ce qui est sci-fi, etc. Même fantastique, hein, quand il y a du heal, des choses comme ça, bah, c'est une espèce de petits sons de synthé souvent qu'on entend. Même des sorts, il y a des sorts, je sais pas, de moines ou de trucs comme ça. On entend souvent une espèce de chœur plus un synthé. C'est un peu le stéréotype. Mais voilà, il y a beaucoup de sons de synthé, puis des sons médiévaux. Voilà, c'est. Mais au final, ça n'a pas spécialement de particularité. Vu qu'on a été biberonné à la pop culture, C'est ça. on sait à peu près ce que les gens s'attendent d'entendre. Et des fois, on essaye de partir hors piste, mais ça marche pas tout le temps. Bah, les codes ont été définis à 80%, donc après, souvent, on a déjà un imaginaire collectif qui est déjà assez grand, et après, on vient rajouter des choses un peu personnelles sur ce qu'on peut, sur le delta qu'on peut modifier, quoi. Et après, il y avait la question, est-ce qu'un sound designer... alors, avant d'envoyer là-dessus, j'avais un sujet justement là-dessus. C'était quoi, Quentin? La question, c'est sur les trucs fantastiques, magiques, et on a parlé de... Attends, j'avais un sujet, il faut que j'arrive à retrouver le truc. Skyrim, Skyrim, et après on a parlé de... Je m'étais dit, tiens, il y avait un truc là-dessus. le portail interdimensionnel, Non, je sais plus, bon, la ça me pop reviendra. culture. Non? De quoi? De sci-fi? C'était pas dans le sci-fi? Oui, non, mais ça me reviendra. Ça me reviendra à un moment donné, je vais avoir un Ça éclair de marche. génie, ça me reviendra, c'est pas grave. N'hésite pas. Est-ce qu'un sound designer peut s'occuper des musiques du jeu ou encore ou seulement des jeux de son du jeu ou faire les deux? Bah, en fait, souvent, de toute façon, sound designer de base, ça définit un métier qui est de faire des bruits. Après, malheureusement, je le vis un peu souvent, c'est qu'on me qualifie de sound designer même quand je fais des musiques. C'est-à-dire que ça m'arrivait de me dire, ah bah, c'est le sound designer qui a fait des musiques. C'est un peu un abus de langage, mais c'est pas. Voilà, j'essaie de rééduquer les gens à ça. Mais en général, non, il y a le compositeur qui fait les musiques et le sound designer qui fait les bruitages. Après, on peut avoir des compositeurs sound designers, ça c'est possible. Mais
un sound designer ne fera pas forcément la musique de base. Moi, ça m'arrive dans des petits projets où je dis bon bah c'est quelque chose que je maîtrise. Si je sais pas, moi c'est des tracks d'ambiance, si c'est des tracks électro, si c'est de la guitare, bon, ça je leur dis bon bah je sais faire. Par contre, ils veulent une BO, je sais pas moi, où c'est du jazz alternatif ou du heavy metal. Moi je ne sais pas faire ça. Et donc Post-rock, garage. forcément là je leur dis moi je ne peux pas faire ça. Et même des choses que je sais faire moyen, je préfère leur dire prenez un compositeur, il vous fera ça mieux que moi. Et voilà. Mais moi je sais que j'ai mes styles, donc ça je peux le faire, mais je m'en cantonne là plutôt que faire ça mal. Ouais, moi, je suis de plus en plus vers la composition que le sound design par la force des choses, parce que c'est ce qui me fait vraiment plus kiffer que le sound design. Ouais. Mais c'est vrai qu'en général, comme je suis plutôt sur les jeux indépendants, j'ai tendance à faire les deux. C'est-à-dire que souvent, je fais la musique et le sound design parce que dans une boîte de jeux indé, on est peu nombreux, du coup, on fait un peu tout. Ouais, c'est assez fréquent. Oui, oui. Alors que par exemple, sur un triple A, tu auras souvent le compositeur qui est avec son armée de personnes qui vont travailler dessus. Je sais que sur The Passless, par exemple, il y avait Austin Military qui faisait la musique. Ensuite, on avait le mec qui a développé le moteur audio. Puis après, il y avait Austin, il composait ses trucs sur le dos. Ensuite, il y avait un mec qui retranscrivait en partition. Ensuite, il y avait l'orchestrateur qui vérifiait que c'était bon. Ensuite, ça passait au studio où ils allaient enregistrer. Donc, tu as ensuite le mec qui enregistre, qui mixe, qui renvoie ça à Austin. Enfin, bref. Et du coup, en fait, ça crée des chaînes où sur des jeux où il y a beaucoup de budget, ils peuvent se le permettre. Ouais. Mais c'est pas toujours le cas. Et par exemple, en sound design, on va avoir le directeur audio qui a en dessous de lui des leads audio, qui a en dessous de lui des sound designers seniors qui vont encadrer des sound designers juniors. Donc en fait, on va avoir une arborescence comme ça de gens parce que la nécessité technique est là en fait. Mais sur une boîte de jeu indé, en fait, tu as un mec qui va faire tout le son, tu vas avoir un mec qui fait tous les graphismes, un mec qui fait toute la programmation, etc. etc. en fait. Et même, exemple type. même au-delà de. Ah, vas-y. Non, j'allais dire par exemple sur Hades, il y a un mec qui fait tous les sons. Il fait il fait même plusieurs voix pour dire à quel Ouais, il point. fait les voix et tout. Ouais, mais c'est trop bien, Hades. Moi, j'adore Hades. Oui. Bref. Je sais plus ce que je voulais dire. C'était pas être. Non, je ne sais plus. C'était par rapport justement au jeu indé, je sais pas. Ah oui, oui, par exemple, aussi, des sound designers souvent s'occupent de la musique indirectement, c'est-à-dire qu'ils ne la composent pas, mais ils vont devoir aider le compositeur beaucoup pour des choses. C'est-à-dire que, par exemple, là, moi, je suis désolé, je suis tout sans ça, mais c'est parce que c'est un gros projet et je l'ai fini il y a quelques mois. Sur Street of Rage, nous, on avait des compositeurs du monde entier, beaucoup de japonais, mais sauf que c'est des japonais qui font des tracks linéaires souvent, enfin bon, pas Yuzo Koshiro qui est le gros nom, mais il y avait d'autres noms qui font des tracks peut-être plus linéaires des fois, et nous on avait une approche qui était beaucoup plus dynamique, c'est-à-dire que la musique normalement évolue en fonction de où tu en es dans le niveau. Donc si tu es au début du niveau, il va y avoir telle musique, ensuite tu vas arriver à tel endroit, hop, la musique elle va changer, mais tu vas pas t'en rendre compte. Et petit à petit, la musique va évoluer sans que tu t'en rendes compte, et ça aura suivi un peu ce qui s'est passé à l'écran. Et ça, il y a des compositeurs, des fois ils nous donnent juste une loupe de musique, et là il faut qu'on leur explique, ah bah non, est-ce que tu pourrais par exemple cette partie-là, tu vois, tu m'envoies uniquement les trompettes, et puis là le synthé, machin, et puis ça on va le mettre en deuxième, et après nous on va essayer de coder ça, entre guillemets coder, on va l'intégrer quoi. Pour que ça colle bien dans le jeu, et parce qu'il y a beaucoup de compositeurs qui touchent pas du tout aux jeux vidéo et qui font ça un petit peu en plus, ou juste qui techniquement ils font du jeu vidéo mais techniquement ils ne savent pas l'intégrer, et donc souvent c'est le sound designer qui fait ça, surtout dans les petites prods. Voilà. Donc au final on touche un peu à la musique parce qu'il y a tout un côté structure qu'on doit définir des fois. Oui, bien sûr. Et puis, on va pouvoir avoir des sound designers un peu tech qui vont, eux, s'occuper de l'intégration de la musique. J'ai notamment en tête, là, un exemple qui me vient très, très facilement. Sur FF15, la compositrice Yoko Shimomura a composé toutes les musiques de manière linéaire. Et en fait, c'est un tech audio qui a développé un moteur son, parce que les Japonais, ils aiment bien réinventer la roue et réinventer des trucs, qui fait exactement la même chose que Waze, mais vraiment précisément la même chose, pour, en gros, après intégrer la musique et à sa sauce, réintégrer les choses pour que ça devienne interactif en fait. C'est-à-dire qu'en gros, il allait prendre les segments dans la musique, les isoler, faire des boucles, etc. Et donc souvent, on peut avoir des gens qui peuvent repasser derrière pour essayer d'améliorer les choses. Moi, ça m'est arrivé par exemple sur Fisherman's Tale, j'ai pas composé les musiques, mais j'ai beaucoup travaillé sur les musiques parce que c'est moi qui ai fait toute la mise en place sur le système interactif. Voilà. Par exemple. Donc ça peut arriver aussi. Et d'ailleurs, avant de lire la question, parce que du coup, ça m'est revenu ce que je voulais dire. J'avais un très bon prof à l'époque qui m'avait dit que si le sound design est mal fait
on verra que ça. Par contre, s'il est bien fait, personne ne le remarquera. Et c'est assez vrai Ouais. dans la plupart des cas. C'est-à-dire que le sound design, s'il est bien fait, en général, les gens ne s'attardent pas dessus, sauf s'il y a vraiment des trucs très très spécifiques qui sautent vraiment, qui sont impressionnants d'un seul coup. Mais en Ouais. général, ça reste assez. Ça passe un peu au second plan. Subtil, ouais. Ouais. Si jamais un jeu a un sound design très particulier et qui marque beaucoup les joueurs pour sa qualité, le jeu peut-il définir de nouveaux codes, tel Skyrim, ou le son sera-t-il attitré à ce jeu? Encore une fois, ça dépend vachement, hein. Euh, Par exemple, tu vois, les sons des jeux Zelda est très très attachés. Enfin, tous les jeux Nintendo en général ont des sons très attachés à leur univers. C'est-à-dire que si tu entends tel type de son, tu vas le lier à un truc. Après, on a eu des cas de. Alors, pas forcément dans le jeu vidéo, quoique je pense que là, c'est juste qu'il y en a qui ne me viennent pas. Mais je sais que par exemple, Star Wars a défini le son des bruits dans l'espace, par exemple. Il y a beaucoup de choses maintenant, quand on entend des bruits de jeux qui ont un rapport avec un space opéra, il y a beaucoup de choses qui sont liées à Star Wars parce que ça a défini des codes. Mm. Maintenant, par exemple, tous les sons des jeux Mario, Sonic, Zelda, on arrive facilement à les identifier comme des sons qui viennent de telle ou telle licence. Parce que justement, euh, c'est très marquant et c'est très genré, typé, avec une identité particulière. Par contre, il y a des jeux où l'immersion passe par le fait d'avoir des sons un peu plus génériques. Je pense notamment à certains jeux Ubisoft comme Watch Dogs, où on va avoir un jeu très immersif, mais avec des sons qui seront beaucoup moins marqués parce que c'est pas le but. C'est pas le but premier du jeu d'avoir une identité sonore qui va vraiment marquer les joueurs. Après, oui, ça peut arriver, mais pour le moment, enfin, on peut pas deviner. À ça, ça va définir le nouveau code. Je te le dis, je le sais. Comme ça, là, je pense. Je pense que ça définit. Enfin, on peut pas. Enfin, d'un point de vue artistique, c'est très complexe. Mais par contre, d'un point de vue technique, ça, il y a beaucoup de choses où Oui. petit à petit, il y a des jeux où ils ont eu la bonne idée, la bonne technologie, un truc. Voilà, je sais pas, dans Half-Life 2, je pense, bah, il y avait tout ce côté un peu physique, la physique des choses qui tombaient, etc. Et bah, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve encore aujourd'hui. En fait, quand un truc tombe, un carton tombe, ça va faire le bruit du carton sur le bon matériau sur lequel il est tombé. Et ça, techniquement, je pense que petit à petit, on gravit des marches. Mm. Et à chaque fois, bah, on se sert de ce que les autres ont fait. Et effectivement, ça définit des codes quand même, au moins techniques, mais artistiques. Ouais. Bah, je pense que tout le monde s'inspire de tout, donc c'est un peu compliqué Oui. à répondre. Bah, de toute façon, la création, c'est ta manière de redigérer quelque chose que tu as appris et que tu as découvert, en fait. Donc, de toute façon, à un moment donné, on s'inspire tous de quelque chose. Et un bon exemple de ça, de voir les échelons, c'est simple, tu reprends la base du son, comment ça existait avant. À la base, les sons, c'était juste pour donner des feedbacks et des informations, genre le début de la partie, la fin de la partie, ou quelques éléments un peu immersifs, genre le bruit du Pong. Et puis, au fur et à mesure, on a rajouté la musique, qui a apporté une ambiance, etc. Puis le sound design en même temps que la musique. Puis ensuite, on a apporté différentes musiques en fonction de différents niveaux, différents contextes. Ensuite, on a apporté un processeur audio qui faisait vraiment des sons spécifiquement pour ça. Ensuite, on est arrivé à l'ère du CD où on a pu importer des vrais sons et pas les programmer nous-mêmes euh, avec le processeur audio avec des signaux électriques. Où là, on a vraiment pu composer, mais on était limité par la place. Et puis là, on commence à avoir de plus en plus de place. Et maintenant, on peut faire de la musique interactive. Et en ce moment, les codes de la musique interactive se définissent vachement parce que ça fait même pas, ça va faire max 15 ans quoi qu'on commence à en faire. Et encore, je vise un peu large. Et forcément, ça continue à évoluer. Le jeu vidéo, c'est un média qui est vachement jeune, qui évolue constamment. Donc, c'est encore des choses qui vont vachement se définir au cours des prochaines années, quoi. Alors, juste, je vais regarder une question après, je récupère ta question, Maxime. Arrive-t-il encore qu'on puisse saturer un son, notamment lors d'un bug Oui, oui, ça peut arriver. Ça remarque beaucoup plus alors que ce n'est pas tellement fort. Bah, ça peut arriver, un bug qui fait bugger un son, qui le fait saturer. Maintenant, on peut intentionnellement saturer un son. C'est plutôt rare, mais ça peut être le cas. Là, j'ai en tête Doom avec des volontés de saturer des sons pour essayer de créer un peu cet effet un peu violent. Mais ça peut Mm. arriver, hein. C'est juste qu'on s'en rend pas forcément compte et après, on va remixer par-dessus. Après, les moteurs son, maintenant, ils ont des espèces de petites, ils ont des petites sécurités maintenant. C'est vrai que Oui, si on monte à des décibels qui deviennent dangereuses, bon oui, bah ça coupe automatiquement et il n'y a oui, plus de son parce que bah faut pas mettre en péril la santé des gens. Et oui. J'ai déjà vécu ça. mais ceci dit, les moteurs son peuvent aller vraiment à des. Moi, je me suis déjà fait mal aux oreilles en faisant une mauvaise manip Oui. parce que c'était à je sais pas combien de dB, mais c'était stupide quoi. Donc, ouais, en vrai, ça peut arriver. Après, saturer, je sais pas quel genre de bug peut faire ça, mais j'imagine que ça doit arriver, ouais. Oui, oui. J'imagine. Et puis maintenant, maintenant tout est très cadenassé, hein. Si vous êtes sur console, en général, vous êtes sûr que vous allez avoir une expérience assez sécuritaire. C'est rare que. Parce qu'il
faut savoir, hein, pour sortir un jeu sur console, il y a tout un process à passer qui est très long, très chiant, hein. Je peux en attester, pour avoir vu un peu comment ça se passe, c'est complexe, hein. Ouais. Maxime, du coup? Ouais, bah moi je pense que c'est plus difficile de marquer les esprits avec un jeu en disant ah, ce style de sound design ça vient de ce jeu que pour autre chose, parce que par exemple pour ce qui est quand on récolte une pièce, tout le monde a en tête à peu près le même bruit, mais on saurait pas dire de quel jeu ça vient à la base, ce bruit, alors que pourtant c'est assez marquant, quoi, et Ouais. c'est pas mal réutilisé. J'aurais dit Mario comme ça, moi, de base, mais c'est Ouais. vrai que bah oui, il y a des tropes en fait qui vraiment sont dans nos têtes, quoi, et on peut pas vraiment les enlever, ouais. Oui. Après, je pense qu'on peut, dépendant de l'univers du jeu. Alors, je pense que les jeux indés ont plus de chances d'avoir un sound design marquant parce que les AAA se dirigent vachement vers des univers extrêmement réalistes avec des générations d'ambiance, de machin, de trucs, ce qui forcément rend les trucs extrêmement réalistes, mais du coup peut-être un petit peu moins marquants dans une certaine mesure. Et les jeux indés ont tendance à vouloir créer des univers extrêmement riches. Là, le premier exemple qui me vient en tête, c'est Hyper Light Drifter, où on va avoir du sound design qui correspond à ce qu'on voit à l'image, mais qui n'est pas forcément, on peut pas forcément le ranger dans le réalisme. Et du coup, on peut avoir des sons qui reviennent et qu'on peut avoir en tête. Je pense aussi à Céleste, je pense à Fez, à tous ces jeux qui ont une identité un peu particulière, qui fait qu'on va pouvoir identifier, ou des sons de journée aussi, les sons de validation quand on récupère les sortes de petits bouts d'écharpe. Ça a un sound design quand même particulier qui est identifiable. Donc on peut réussir à retrouver, je pense, les sons. Encore une fois, je pense que ça dépend du jeu et de ce que vise le jeu en fait. Ouais, c'est pas parce que les sons sont pas marquants et on se dit pas ah ça c'est le son de journée machin que c'est mal fait. Oui. C'est une intention différente en fait. Soit on veut être C'est ça. sobre et effectivement bah pas en faire trop et que juste on entende le son et ce soit tout. Soit on veut avoir une vraie identité et ça c'est hyper intéressant, hein, mais c'est pas pour autant Mm. que pas avoir d'identité forte c'est pour autant mauvais. Voilà, si voilà C'est Tour de ça. France, quand j'ai fait Tour de France, je pense bien que les gens se sont pas dit oh là là le son du vélo c'est impressionnant, ça change tout. Non, c'était un son de vélo quoi. Mais justement le fait que ce soit discret, que ce soit quand même précis, bah c'est une force différente quoi. Mais c'est vrai que c'est plus rigolo d'être créatif. Mm. Quoique je sais pas, j'aime bien les deux. Oui, bah, c'est pas la même intention. Mm. Alors, je pense on a largement dépassé le temps imparti. Ah Oui. désolé. Mais ah non, non, mais on s'est régalé, au contraire, c'est un plaisir. Mais voilà, on ne voudrait pas abuser non plus de vous, de votre patience. Et puis, voilà, c'est une belle présentation, hein. Franchement, je pense que les personnes qui sont restées jusque-là ont été vraiment ravies de vos échanges. En tout cas, moi voilà, qui ne connais pas ce monde-là, bah, écoutez, je vous ai entendu et avec un grand plaisir, un grand intérêt. Je vous remercie beaucoup tous les deux. Donc, cette vidéo va être téléchargée et mise après en place sur la chaîne YouTube de Paris Innov Campus. Ok. Et je pense qu'on enverra également un petit mot à l'ensemble du campus pour dire quand ce sera prêt et quand vous pourrez donc aller visionner. Voilà. Mm. Je voulais demander à Swan si éventuellement nous aurions accès au PowerPoint ou pas du tout. Comment, si Ah c'est oui, oui, je peux le c'est partager, il n'y a pas de possible. souci. Ouais, ouais, Ah, ouais, bah, pas c'est de problème. super. Donc, comme ça, je l'associerai à la vidéo quand j'enverrai un petit mot. Enfin, je le mettrai à disposition aussi et je pense que ça fera vraiment plaisir à nos étudiants. Ça marche. Il y a peut-être juste une ou deux vidéos, comme c'est des vidéos à moi, elles seront sur mon drive. Je sais pas si tout le monde y aura accès. C'est possible qu'il y ait un problème, je vais regarder. D'accord, d'accord. Mais sinon, bah, On regardera voilà, ça ensemble si tu veux. Donc ça voilà, marche. bah, encore une fois, merci beaucoup, Swan. Pas de C'était souci, merci beaucoup à super vous. que tu viennes parler avec nos étudiants. Je suis absolument ravie. Et merci Aurélien, parce que ce jeu de ping-pong entre vous, je pense que vous avez un truc à faire là. Il y a quelque chose à faire. Bon, bah, c'est cool. Merci à tous Super. les étudiants. Et donc, ben, écoutez, rendez-vous pour un prochain White Talk aussi intéressant que celui-là. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir. Bonne soirée à tous. Merci, au Bonne revoir. soirée. Bonne soirée.